Merci beaucoup d'être avec nous en cette fin d'après-midi et entre cette fin de congrès rotonde pour une dernière session intitulée « De la chair au canon, corps, normes et contre-modèles ». Je suis Mathilde Hichelet, chargée d'études et de recherche à l'INHA et doctorante en histoire et histoire de l'art. Ma thèse porte sur les images et imaginaires des violences sexuelles faites aux femmes au XIXe siècle en France. Et je suis très heureuse de modérer ce panel avec Camille Belvez, qui est conservatrice du patrimoine, doctorante en histoire de l'art et dont la thèse porte sur les artistes femmes dans le courant transnational de renouveau de l'eau forte entre 1860 et 1930. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais introduire un petit peu le propos de cette session. Depuis le canon de Polyclète qui définit des règles de proportion idéales pour la sculpture, la dimension corporelle est l'une des acceptions les plus fréquentes du canon. Or, cette notion, et vous l'avez vu, je pense, au cours de ce colloque, n'est pas neutre, mais elle sédimente au fil des époques des couches de signification et de projection variées. Au cours de l'histoire, des artistes et groupes d'artistes ont remis en question cette norme pour s'en défaire ou en proposer une nouvelle. Et cette tension entre refonte et refus du canon par la représentation des corps sera au cœur de ce panel. Thomas Rémy envisage la construction et le déploiement au XVe et XVIe siècle à Florence d'une iconographie d'Hercule qui porte en elle les normes d'un corps masculin vertueux, renvoyant à la fois au néoplatonisme et aux ambitions politiques contemporaines. Lilith Lebeau montrera dans quelle mesure la zone frontière qu'est le décolleté entre le corps et le vêtement permet d'interroger la possibilité de l'application du concept de canon à cette partie du corps dont la représentation relève à la fois de l'idéalisation, de la référence à une norme et de la mise en valeur d'une individualité. Cette validité du concept de canon est également interrogée par Léna Lévy. Quand les artistes représentent leur corps malade, s'agit-il pour elles de se légitimer par un réemploi des normes du canon, donc les grands thèmes iconographiques, les références à la sculpture antique notamment, ou au contraire de le déconstruire, de déconstruire ce canon, puisque exacerber le canon, c'est parfois pour le tourner en ridicule, explorer la monstruosité, les stéréotypes, voire la disparition de ce canon. Plutôt que de penser contre le canon, il semble être plus intéressant, selon elle, d'élargir le spectre des possibles jusqu'à la dématérialisation. Qu'il soit genré, idéalisé, vertueux, sexualisé, musclé, malade, normé ou non, le corps humain et ses représentations permettent une lecture en plein et en creux du canon dans son aspect le plus charnel. Nous allons maintenant présenter le premier intervenant de cette session. Thomas Rémy est en Master 2 d'Histoire de l'art moderne à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Il effectue actuellement une année d'échange à la Sapienza, Université de Rome. Cette année s'inscrit dans le cadre de son mémoire de recherche sur l'œuvre sculptée de Baccio Bandinelli et ses expérimentations sur le corps maniériste. Ce mémoire s'inscrit dans la continuité de ses recherches menées l'année dernière sur les métamorphoses du corps sculpté d'Hercule à Florence durant la Renaissance. Sa communication d'aujourd'hui porte sur la sculpture d'Hercule à la Renaissance florentine comme pérennisation du modèle de corps masculin vertueux. Nous te donnons la parole. Merci pour cette présentation, en premier temps. Donc, je tiens à remercier les organisateurs qui permettent que ce congrès ait lieu, aux deux modératrices, évidemment, et également à Madame Fabienne Sartre, du coup maîtresse de conférence à Paul Valéry Montpellier 3, qui me suit et me guide même à travers ses recherches en France et en Italie. Donc dans l'axe de la chair au canon, donc corps, normes et contre-modèles, je propose une communication sur la sculpture d'Hercule à la Renaissance florentine comme pérennisation du modèle du corps masculin vertueux, donc comme construction d'un canon et d'un modèle. Pardon. Cette communication s'intéresse à la construction et à la pérennisation du corps masculin vertueux à travers Hercule, dont ce héros est le support de réflexion sur le corps à la Renaissance, inspiré par des sources littéraires. Au Quattrocento, la ville est le cadre de représentation sculptée d'Hercule, autant dans l'espace public que dans l'espace privé.
L'intérêt pour ce sujet est né d'un constat, donc un paradoxe entre une littérature scientifique conséquente sur la Renaissance à Florence et un relatif vide académique sur le héros dans cette même cité, alors que ses représentations, comme nous allons le voir, sont abondantes. Si être exhaustif est impossible, mon étude s'appuie sur un corpus d'une 50aine de sculptures, essayant d'être le plus représentatif possible, et donc réaliste, de la période avec des rondes bosses, reliefs, petit format, grand format, etc. Du Trecento au Cinquecento. Comme nous le verrons, des sculpteurs vont revenir fréquemment, comme Antonio Pollaiolo ou Baccio Bandinelli. Donc tout commence avec le néoplatonisme du jardin de Saint-Marc, ou le jardin Careggi, donc de 1434 et 1521, qui va renouveler l'intérêt des mythes anciens et intensifier leur interprétation, comme celui d'Hercule, désormais simplifié, devenant l'incarnation du combat entre vice et vertu, par la traduction des écrits de Platon et aussi de Xénophon. Si les lettres, au début du Quattrocento, ont été capitales et ont profondément nourri la réflexion sur la représentation de la figure d'Hercule, les sculptures s'appuient également sur les premières expérimentations qui ont lieu dès le Trecento en Toscane. Donc, comme nous le voyons ici, prenons l'Hercule de la chaire de la cathédrale de Pise par Giovanni Pisano, donc 1302-1311. Cet Hercule connut une grande fortune et marque une révolution dans la question du syncrétisme qui nous occupe ici. Il constitue un premier jalon dans l'appropriation des potentialités du mythe. Tous les éléments de cette communication sont synthétisés dans cette œuvre. On y voit un sujet païen en corps de martyr, symbolisant le plus haut degré de syncrétisme. Élément architectural, le corps-colonne expose la force morale suffisante pour supporter la chair, car non issu de ce corps trop martyrisé pour être puissant de muscles. Il supporte autant littéralement que métaphoriquement l'histoire chrétienne et participe à la bonne morale, donc celle chrétienne, qui s'épanouit en la venue du Christ. Il faut comprendre cette première interprétation moderne d'Hercule comme les prémices de la représentation du corps masculin vertueux, même si son corps tient plus ici, comme on le voit, de la préfiguration chrétienne et d'une réflexion théologique, voire christologique. Après, on va plus avoir, comme nous le verrons, un investissement du champ politique ou humaniste. Cet Hercule vertueusement christique connaît un succès évident à Florence, avec par exemple la multiplication des représentations autant de sculpteurs anonymes que de grands artistes, comme Andrea Pisano dans la décoration de Santa Maria del Fiore, donc Justice sociale, comme nous le voyons ici, 34-37, ou l'Hercule Europo, 1391-1397. Le corps d'Hercule est vertueux, pourquoi ? Car il tend au bien. Il incarne un bien chrétien dans sa contextualisation dans un lieu sacré comme ici Santa Maria del Fiore. La tension du corps du héros est le reflet de la tension du combat contre le mal, du coup, le combat de l'âme entre bien et mal, que, comme nous l'avons vu précédemment, explicité dans les écrits du néoplatonisme à travers le choix d'Hercule. Les travaux du héros sont nécessaires au rétablissement d'un certain équilibre dont le corps est le premier acteur qui cristallise en outre la vertu. Le premier modèle est une affirmation connue et reconnue de la figure d'Hercule à Florence, et s'opère avec brio dans le petit bronze d'environ 45 cm de hauteur représentant Hercule et Antée des frères Pollaiolo de 1475. Sa date est importante car elle inscrit l'intérêt autant du sculpteur que du grand commanditaire pour Hercule dans ses métamorphoses et son souci d'intellectualisation du corps, c'est-à-dire de le montrer comme il est dans le mythe, vertueux. Modèle très apprécié par le pouvoir, il devient la première formalisation d'un corps fin et élégant, d'une grande tension qui peut se voir à travers le visage du héros. A l'inverse, l'Hercule au repos de Antonio Pollaiolo, toujours datant de 1490, se comprend plus comme une représentation personnalisée du héros, où le beau se déploie comme une préoccupation simplement esthétique. Ici, l'importance est davantage le plaisir du corps, beau donc bon, que celui d'une intellectualisation comme vu précédemment. Dans ces années, des sujets ont été à la fois représentés abondamment, tout en connaissant des changements radicaux. Hercule et Antée en est l'exemple parfait. Il est le type iconographique le plus exploité avec celui d'Hercule au repos au Quattrocento et celui qui a subi la plus grande évolution. Dans ses premières représentations, et notamment la plus connue qui est celle de Pollaiolo citée plus haut, Hercule est expressif avec les cheveux longs et lisses, un corps longiligne et des attributs raffinés. On note spécialement celle d'Antée qui lui serre délicatement la taille. Tandis que des artistes, comme l'Antico à la toute fin du Quattrocento, anticipent le corps très musclé qui se dessinera comme modèle. Également, si l'issue du combat n'est pas évidente dans le bronze de Pollaiolo, elle est dans d'autres sculptures de cette période. Revenons à l'Hercule au repos de Pollaiolo,
qui peut se comprendre dans sa valeur de vertu politique. Hercule, Polaiolo, oui, l'Hercule au repos, et on ne voit pas le socle, donc on va passer sur l'Hercule éanté qui est juste à côté, mais qui est le même socle. Il rappelle les vertus du prince de Machiavel, parce que la sculpture comporte un socle très grand, donc c'est quasiment un tiers quand on la voit en vrai. Pardon. Et en fait, il y a 3 petites tortues qui supportent littéralement l'œuvre, et ces 3 tortues sont l'emblème de la famille des Medici, qui incarne le motto Festina Lente, et donc à travers cette devise qui est montrée en sculpture, elle supporte l'œuvre, et donc vertu politique, choix du commanditaire, etc. La sculpture devient donc la projection de l'idéal herculéen que le commanditaire se doit d'incarner. Ici, Laurent le Magnifique s'identifie intellectuellement à la lignée des grands dirigeants de l'histoire, par le parallèle avec Alexandre, à travers la sculpture d'Hercule. Car si l'on suit l'étude de Félix Ravesson, le conquérant macédonien a demandé une statuette d'Hercule à Lysippe pour sa propre chambre, car il représentait pour lui l'incarnation de l'homme parfait, du prince idéal. Par une sorte de glissement sémantique, la sculpture matérialise le fait d'être le héros. À des modèles de corps sont proposés aussi des thèmes iconographiques particuliers dont le combat est une constante préoccupation. Hercule éanté de l'Antico est un des derniers modèles représentant l'iconographie d'Hercule éanté et marque par la date de 1510 un changement d'intérêt dans les exploits choisis. Dans ce contexte, Hercule éanté, qui dominait dans les représentations sculptées, laisse sa place à un autre type iconographique qui connaît une fortune certaine, donc le thème d'Hercule et Cacus. Les premiers exemples les plus célèbres sont ceux que nous verrons un petit peu plus tard, donc de Baccio Bandinelli de 1525, Michel-Ange Hercule et Cacus 1525, ou Cristoforo Solari, Hercule et Cacus 1516-1517. Le combat permet de donner un message politique clair. Celui qui est contre la cité sera vaincu avec autant de dureté que Cacus face à son ennemi. La préférence pour ce thème peut s'expliquer par la clarté de ses représentations entre vaincu et vainqueur, moins explicite dans l'affrontement contre Anté, où l'issue du combat semble un peu plus incertaine. À la préoccupation de la vertu politique dont le corps est l'outil à travers la représentation des travaux, le thème d'Hercule au repos est aussi apprécié pour des raisons différentes cette fois. Cette iconographie s'expérimente autant du Trecento qu'au Cinquecento avec assez peu de variations formelles. C'est un sujet dont le corps n'est pas en tension par un combat mais exposé fièrement. Ce corps est moins moralisé puisqu'il ne combat pas un ennemi mais il est intellectualisé par sa pose ou un attribut. Ici, garçon lisant, dit le jeune Hercule, donc un bronze anonyme du XVIe siècle aujourd'hui au Louvre, est unique. Car le héros lit, donc projection du corbeau message, c'est un héros humaniste, donc en lien avec cette culture du jardin de Saint-Marc et du néoplatonisme. Mais Hercule au repos devient aussi plus tard la confrontation avec la sculpture antique, par des reprises ou des réinterprétations depuis la redécouverte de l'Hercule Farnèse en 1546. Cette représentation de la fin du Quattrocento, 1460-1510, des corps fins et beaux, moins que puissants et progressivement abandonnés pour donner la vision d'un corps qui se gonfle de façon littérale, tandis qu'au même moment se cristallise le caractéristique du visage neutre. Le visage opère ainsi une rupture avec le modèle proposé par les Polaiolo. Il devient désormais proche du philosophe grec ou romain avec une neutralité apparente presque détachée de l'épisode dans lequel il est impliqué. Les cheveux et la barbe courte et frisée, tel Platon dans ses représentations sculptées dans l'Antiquité. Cette neutralité expressive est aussi vertueuse que le corps dont la tête est l'extension, car être détaché du combat, c'est le penser. Donc on le pense comme le philosophe. Donc, si le corps fin, élégant et en tension est délaissé au XVIe siècle, c'est au profit d'un corps masculin vertueux qui se voit à travers une musculature imposante et presque menaçante. Donc, c'est au cours de ce Cinquecento, une fois que ce canon a été accepté de manière implicite, qu'il s'impose désormais à travers les statues à échelle humaine dans l'espace public et peuvent rivaliser avec les petits formats réservés à l'espace privé. Donc l'obsession de l'époque pour les colosses, pour reprendre Virginia Bush dans sa thèse The Colossal Sculpture of the Cinquecento en 1967, a sans doute joué un rôle déterminant dans le passage des petits modèles aux grands blocs de marbre. Synthèse de cette démonstration, Hercule et Cacus, donc 1523-1534, colosse en marbre de Baccio Bandinelli, exalte en place publique les recherches de la Renaissance fondées sur les premières étapes du Quattrocento et le remaniement du canon antique. Il donne à voir dans sa sculpture, livrée en 1934, une proposition forte qui devient modèle. Modèle formel d'abord, donc fort de ses expériences de confrontation à l'antique comme avec son Orphée ou son Laocoonte, mais surtout et avant tout un modèle politique, puis cette commande est constamment contrôlée par le pouvoir médicéen.
Le marbre arrive à Florence dès juillet 1525, après que le nouveau pape Clément VII a commissionné Baccio Bandinelli pour le groupe d'Hercule et Cacus à la place de Michel-Ange en avril 1523. Ce changement d'artiste vient plus probablement d'un calcul politique, comme l'explique Virginia Bush. Bandinelli développe alors une véritable réflexion sur le corps qui est monumental, quasiment 5 mètres de haut, je crois, avec le socle. La composition est triangulaire, assez traditionnelle, culmine avec la tête d'Hercule. La représentation du héros debout, le corps fort, droit, voire raide presque, est liée à l'image de la justice, intraitable comme la cité. À ses pieds, Cacus est dans la position du vaincu, tordu comme le symbole qu'il incarne. En un seul groupe, Baccio sculpte 2 corps imposants qui sont une prouesse aussi technique. Donc le corps d'Hercule est réinterprété à travers les muscles, ce qui valut à l'artiste, dès l'installation du groupe, des critiques corrosives et des qualificatifs tels que sac de melon et des pamphlets à plus en finir. Les 10 muscles sont proéminents et sont l'affirmation de ce corps bandinellien et presque herculéen. Hercule a forgé son corps au fur et à mesure des travaux à accomplir, des travaux qui sont aussi un travail de l'esprit, permettant d'incarner l'homme ou le prince parfait, donc vertueux et juste. Le héros olympien devient le support d'un message politique, une sorte de sculpture talismanique contre les ennemis de la cité. L'importance de Baccio Bandinelli dans cette formalisation d'Hercule à partir d'un corps masculin et vertueux se voit dans les commandes suivantes qui reprennent ce modèle du héros. Son élève, Vincenzo de Rossi, se voit alors attribuer vers 1568 la commande de nombre de travaux d'Hercule pour la salle des 500 au Palazzo Vecchio à Florence. Dans la salle où sont prises les décisions politiques les plus importantes de la région, le choix est fait de l'omniprésence. Ce ne sont pas 1 ou 2 travaux qui sont commandés, mais bien 6 sculptures, plus grandes que nature et qui encadrent toute la salle. Ainsi, si Hercule incarne Florence et plus particulièrement son régime politique, le représenter 6 fois dans une salle de prise de décision revient à affirmer la République. Le héros s'avance d'est en ouest, pour reprendre l'expression de Müller de 2002. Ces travaux représentent les 4 points cardinaux et affirment par la même occasion l'hégémonie guerrière de Florence. S'ils se doublent de caractères moraux et de combats entre le bien et le mal, ces combats intellectuels restent une histoire de lutte à mener, de difficultés à dépasser, de choix, de ruses et in fine de vainqueurs et de vaincus. En représentant les exploits de ce dispenseur du jour et fondateur de l'ordre universel, et plus particulièrement dans la salle des 500, la cité proclame qu'elle combat littéralement l'ennemi. L'expérience du corps masculin ne s'arrête cependant pas à cette époque, mais devient le support des réflexions plus personnelles que relèvent les petits modèles dans la carrière de Baccio Bandinelli. Hercule a une connotation personnelle et sera même considéré par certains comme une obsession de l'artiste. Autant dans ses dessins que dans les petits modèles, il propose un corps en constante tension et toujours proche de cette musculature développée qui devient parfois le reflet d'une fragilité. Donc je vous invite à voir Hercule endormi, par exemple, de 1555, ou parfois celle d'un homme en colère ou en réflexion sur lui-même, comme Baccio Bandinelli et ses multiples représentations d'Hercule au repos. Ces réflexions protéiformes sur la représentation d'Hercule se sont diffusées à travers son œuvre graphique, mais surtout son enseignement également. Il fut un des premiers à ouvrir une académie de son retour à Rome dès 1530. Le terme académie est discuté et sans doute cet enseignement se rapproche de l'atelier, du bottega ou même de l'académie privée. Nombre d'artistes s'y sont formés et ont perpétué le style maniériste de Bandinelli, comme Giovanni Bandini, Vincenzo de Rossi, etc. Le succès de son atelier est visible à travers les nombreuses illustrations de sujets, telles les gravures de Niccolò della Casa, montrant Baccio dans une position de maître, ou celles de son académie de Ennio Viccio, ou du célèbre Agostino Veneziano. Il faut aussi prendre en compte les mémoires de Baccio Bandinelli, dictées à son fils Cesare, évoquant également cette pensée théorique, ces écrits théoriques aujourd'hui perdus, mais qui précisent quand même sa volonté de transmission. Donc en conclusion, la sculpture, dans sa capacité à construire le modèle d'un corps masculin et vertueux, doit donc beaucoup aux lettres et au néoplatonisme. Notre analyse a montré que le Quattrocento est devenu le lieu d'expérimentation d'un corps beau qui signifie le bon. Ces expérimentations se traduisent par des thèmes, des poses, des corps divers et variés pour une même finalité, celle de l'incarnation de la virtu. Une fois le corps défini comme très musclé, avec un visage sans expression et proche du canon antique, le Cinquecento investit ce modèle à travers de grandes commandes et occupe l'espace public. Hercule est donc idéal puisqu'il combat des ennemis qui deviennent ceux de la cité florentine et offre une prouesse technique, celui du corps en tension et musclé. D'ailleurs, la confrontation littérale avec le bloc de marbre permet à l'artiste de s'identifier à Hercule combattant l'ennemi, ce dernier devenant le Saint Luc des sculpteurs, la part du combat avec la matière répondant parfaitement aux réflexions néoplatoniques. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup Thomas Rémy pour cette communication qui nous permet d'entrer dans le corps du canon et de voir aussi l'importance des sources littéraires dans cette constitution du canon, les jeux d'échelle aussi entre les objets diffusés dans les espaces privés et puis les espaces publics, la tension dans la réception critique de ces changements du canon dont on aura l'occasion de discuter par la suite, et puis aussi la place des modèles de corps et des thèmes iconographiques qui sont deux aspects de la constitution de ce canon. Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter Lilith Lebeau. Je vous invite peut-être à vous rapprocher de l'ordinateur et à échanger vos noms peut-être. Donc Lilith Lebeau a effectué un master recherche en histoire de l'art pendant 2 ans sous la direction d'Emmanuel Lamouche à Nantes Université. Ses recherches portaient sur le décolleté dans les portraits féminins sous le règne de Louis XIV, notamment sur les femmes en dehors de la famille royale. Elle a terminé son mémoire en septembre 2022 et est actuellement dans une année de préparation à la thèse. Cette thèse porterait toujours sur l'iconographie du décolleté dans les portraits féminins au XVIIe et XVIIIe siècle, en France et en Angleterre. Sa communication s'intitule « Décolleté et portrait au XVIIe siècle en France, interroger les normes par un détail iconographique ». Je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier très sincèrement l'INHA et l'ensemble des organisateurs et organisatrices qui me permettent de vous faire part de certaines de mes recherches. Alors avant toute chose, dans l'imaginaire et dans la recherche, le terme de décolleté évoque des œuvres où la gorge est largement révélée. Alors je vais mettre les choses au clair tout de suite. Les œuvres dont je vais vous parler, comme vous pouvez le voir, ce sont des œuvres où la gorge peut être dissimulée sous une multitude d'étoffes ou plus ou moins révélée, mais elle n'est pas toujours nue. Et en fait, cette confusion entre nudité et décolleté, elle est omniprésente, à la fois dans les textes de l'époque et dans la recherche actuellement. Dans les portraits, le visage va permettre d'identifier le modèle, mais la gorge, quant à elle, fait l'objet d'une idéalisation certaine. Ce décolleté, il est donc une sorte de frontière un petit peu entre un corps idéalisé, qui est la gorge, et le vêtement qui va incarner le statut. Lors du règne de Louis XIV, le portrait se développe très largement et les femmes sont une part très importante de ces modèles, et donc leur opinion concernant les portraitistes importe. Néanmoins, de cette forte production, finalement, il ne nous est parvenu qu'une faible part, et surtout, nous avons beaucoup d'informations techniques qui nous manquent. Ce qui fait que dans la recherche actuellement, le portrait a surtout été étudié par le prisme des artistes au sein de monographies. Alors c'est également à l'époque de Louis XIV qu'en 1668, Félibien établit la fameuse hiérarchie des genres, et c'est 20 ans plus tard, dans le second tome de ses entretiens, qu'il définit plus précisément le portrait. Et il souligne alors l'ambiguïté du genre, qui divise à la fois les artistes et les modèles, car le portrait doit être individualisé et idéalisé, ce qui complique forcément la tâche. C'est notamment concernant le visage et les vêtements que ces deux notions sont débattues et tentées d'être théorisées. Les portraits doivent également prendre en compte le goût des clientes, qui va être basé sur les canons esthétiques, mais également les normes sociales de l'époque. Néanmoins, en raison de la forte diffusion de ce genre artistique, certains portraitistes vont mettre en place des moyens afin de peindre plus rapidement, à l'instar de Hyacinthe Rigaud et ses fameux habillements répétés dont vous avez un exemple, c'est-à-dire que les vêtements de la marquise d'Usson de Bonnac sont repris pour cette jeune femme inconnue, alors avec quelques variations, notamment au niveau du décolleté, sur lesquelles je reviendrai. Les portraits se doivent tout de même, malgré tout, de respecter le fameux impératif de ressemblance qu'évoque Emmanuel Coquery en 1997, et ce qui pose question du coup par rapport à cet usage du terme canon pour le portrait et donc toute sa complexité. D'abord, à quel canon se référer en fait? Canon artistique ou esthétique? Et puis, quelle est la place aussi des normes sociales dans ces représentations? Et est-ce que cette universalité-là qu'on vante à travers les habillements répétés et l'idéalisation, elle prend réellement le pas sur ces individualités dans ces décolletés idéalisés? Alors je vais essayer de vous développer cette idée en 2 points.
D'abord, au travers donc le prisme du décolleté qui permet de se concentrer sur une zone corporelle qui fait l'objet de canons esthétiques forts, mais également, et c'est peut-être un petit pas de côté par rapport au thème d'aujourd'hui, mais c'est par rapport à l'idée de casser un peu le schéma d'étude de ces œuvres, qui se concentre beaucoup sur le nom des artistes et moins sur l'iconographie. Alors d'abord, on est entre une universalité et une individualité, et donc pour cela, il faut définir ce qu'est le décolleté au XVIIe siècle. Alors il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le décolleté ou le terme échancrure n'apparaissent pas dans les textes théoriques artistiques, ce serait trop simple, ni dans les dictionnaires. En fait, lorsqu'ils sont mentionnés, c'est principalement dans des textes moraux virulents qui critiquent la profondeur et la forte nudité qui est permise. C'est notamment le cas avec Paul Mans, qui en 1635 compare le décolleté à une maladie lorsqu'il dit « De même, cette ouverture du sein féminin va gagnant peu à peu et s'étendant comme un chancre ». On a bien sûr le fameux ouvrage de l'abbé Boileau en 1677 qui s'intitule « De l'abus des nudités de gorge », dont le titre souligne la tendance des propos. Et en fait, il explique, si je devais résumer les propos, que les hommes pêchent en regardant les décolletés des femmes et que la nudité des femmes rend ces dernières criminelles. Alors, ce qui est à retenir dans ces traités moralistes, c'est qu'il semblerait que les femmes soient toujours avec des décolletés très importants. Mais qu'en est-il vraiment dans les portraits, Le décolleté est défini pour la première fois dans le roman de la Rose, comme le rappelle Hélène Renaudin lors du catalogue de l'exposition Tenue correcte exigée, où il est dit « Celle-là blancole et gorge blanche, que celui qui sa robe tranche, si très bien la lui décollette, que sa chair perd blanche et nette, demi-pied derrière et devant, cela sera plus décevant. » Donc au XIIIe siècle, le décolleté doit faire à peu près 15 cm, puisque c'est la hauteur d'un demi-pied, et surtout la gorge doit être blanche. Et ça, c'est un critère esthétique qui perdure au XVIIe siècle, comme l'a très bien démontré Georges Vigarello dans ses différents ouvrages. Mais cette blancheur, comme on le remarque assez rapidement, elle perdure au XVIIe siècle. La gorge est en effet représentée selon les canons de son temps. Alors ça se voit notamment dans les portraits du début du règne de Louis XIV, qui sont notamment conservés à Versailles. Il y a un ensemble assez important, où on a des décolletés ovales très bas, une gorge très blanche et une rondeur de la poitrine qui est très clairement représentée. Tout ça rappelé par le collier de perles d'un rang autour du cou. On les retrouve également dans des œuvres en dehors de la capitale, comme c'est le cas avec ce portrait qui se situe au château de Goulaine, pour lesquels nous n'avons réussi à avoir aucune information technique. Mais ces caractéristiques, elles sont présentes en dehors de la France, puisqu'on les retrouve avec Sir Peter Lely en Angleterre, aux Pays-Bas, et donc également plus tard par la suite avec Hyacinthe Rigaud, mais ça c'est en France. Alors, ce qui va changer en fait en fonction des pays, et également en France au fur et à mesure des décennies, ça va être la révélation de la gorge et la manifestation de la rondeur par cette carnation des chairs. Cette représentation d'une gorge blanche et lisse, elle semble également correspondre à la majorité des femmes, et ce, peu importe l'âge. C'est-à-dire que malgré un âge avancé, comme c'est le cas de Madame Husson de Bonnac, qui est âgée d'une 50aine d'années et qui est également veuve, on a un décolleté qui est finalement assez similaire aux autres, avec une gorge, une carnation des chairs qui manifeste la rondeur, alors que ce n'est plus une évidence au début du XVIIIe siècle. On a donc, comme le rappelle Emmanuel Coquery en 1997, des canons de beauté qui exigent eux aussi qu'on leur ressemble, et il arrive qu'on ne se reconnaisse pas dans une peinture trop ressemblante. C'est en effet ce qui est critiqué par rapport aux femmes du XVIIe siècle, notamment par Roger de Pile, c'est qu'on a des femmes qui veulent toujours être plus idéalisées encore et encore, ce qui créerait justement cette vision universelle. Mais là encore, c'est un texte d'un théoricien masculin et pas la vision des femmes de l'époque. Pour le décolleté, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il est soumis aux représentations des peintres. Et donc, excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite, mais on a donc des caractéristiques quand même qui peuvent apparaître. C'est-à-dire qu'avant les années 1670, on va avoir des décolletés très bas, ovales, la gorge est clairement, la rondeur de la poitrine est clairement prononcée, tandis que le collier de perles d'un rang est omniprésent sur les portraits. Au contraire, à partir des années 1670, voire 1680 même, on va avoir des œuvres avec des formes beaucoup plus verticales et plus variées, une dentelle qui va être omniprésente mais désormais issue des dessous,
et le collier de perles qui va disparaître. La rondeur de la poitrine que vous pouvez voir sur le portrait au centre est représentée par 2 carnations d'échère, chose qui est assez rare. Et celle qui est présente pour Madame Husson de Bonnac est plus caractéristique en fait de la fin du règne, donc assez légère par une carnation d'échère. Mais à cette époque-là, donc dans les dernières années du siècle et au début du XVIIIe siècle, finalement, la rondeur de la poitrine n'est plus une évidence à être manifestée. On a de plus en plus des gorges très lisses. Ces portraits, ils doivent également suivre des nouveautés, et donc en fait ces évolutions dans le dernier quart du siècle, elles montrent la complexité du décolleté liée à une nouvelle souplesse qui apparaît dans les vêtements peints et des nouvelles formes. Et c'est en ça que la carnation des chairs qui fait cette rondeur varie. Donc plutôt que de parler de canon qui invisibiliserait l'individualité, il s'agirait plutôt de parler de mode iconographique en ce qui concerne le vêtement, qui varie en fonction des artistes, des modes vestimentaires et des modèles. Ces portraits demeurent bien sûr en général tout de même ceux de femmes à la peau très blanche, lisse, avec une silhouette souvent similaire. Mais si on regarde dans le détail et donc par le prisme du décolleté, on peut aller plus loin et cette impression d'universalité qui pourrait être possible par les habillements répétés est à nuancer. Et donc on a finalement peut-être dans ces portraits une primauté de l'individualité. Dans l'ouvrage Décolleté de Françoise Coeur et de Jacqueline Cros-Villalt, qui porte sur le décolleté à travers le temps, les autrices évoquent principalement les portraits de Versailles et de la cour. Alors certes, ces normes se diffusent, il y a bien sûr un goût, l'idée de suivre le faste de la cour, mais se concentrer uniquement sur ces portraits-là, c'est nier le reste de la France. Et notamment, par exemple, on a le portrait de la marquise de Castries, donc en 1666, donc on est à la même période que les portraits de Versailles. On est dans une sobriété beaucoup plus importante, puisque la gorge est à peine révélée. Et cela, on le sait, est lié au caractère du modèle, qui prône une sobriété, qui vit dans le sud de la France et s'éloigne en fait du monde de la cour. Alors si la gorge est représentée universellement blanche et ronde, c'est sa révélation et sa mise en valeur qui vont varier en fonction de plusieurs facteurs. Alors on peut se demander, puisque le vêtement devrait, selon la théorie artistique, incarner le statut social du modèle, si le décolleté permet d'interroger en fait des normes sociales, puisque la poitrine fait l'objet quand même de critiques très ambivalentes en fonction du statut de la femme, de son âge, etc. Prenons l'exemple des veuves. Dans notre imaginaire, il s'agit de femmes vêtues de noir, qui doivent se couvrir la gorge, comme les femmes âgées. Femmes âgées, j'entends, selon les termes de l'époque, c'est-à-dire femmes ménopausées, donc à peu près 45-50 ans. Madame Husson de Bonnac incarne donc ces 2 critères. Elle a une 50aine d'années et elle est veuve. Pourtant, on voit que ces vêtements sont repris pour une femme qui semble quand même plus jeune physiquement, même si on n'a aucune information, on ne sait pas si elle est veuve, etc., puisqu'on n'a pas l'identité du modèle. Mais on a une reprise de ces vêtements sur un modèle qui ne semble pas suivre les mêmes caractéristiques. En fait, ce que j'ai essayé de faire moi pendant mes recherches, ça a été justement de faire des normes en fonction du rang de duchesse, de comtesse, en fonction d'être mère, veuve, et ça a été un échec. Le décolleté ne permet pas de comprendre le statut du modèle. Par exemple, on a ce portrait qui est conservé à Nantes, qui serait une femme qui rend possiblement hommage à son mari décédé, puisqu'elle pointe du doigt un portrait. Et donc là, puisqu'elle incarne ce statut de veuve, on a un décolleté qui est beaucoup moins prononcé, qui est même presque absent. Il est impossible de vraiment bien voir la gorge. Et elle semble dans les mêmes âges que la marquise d'Husson de Bonnac, si on se fie un petit peu au creux des yeux, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces normes sociales et esthétiques, elles ne sont pas liées forcément au modèle en tant que lui-même, mais également à la destination de l'œuvre. C'est-à-dire que Madame Husson de Bonnac n'incarne pas son statut de veuve sur ce portrait, elle ne rend pas hommage à son époux, donc le décolleté, elle porte un peu celui qu'elle veut, alors qu'au contraire, l'inconnue rend hommage à son époux, et là, elle se permet de rendre hommage, elle se permet de dissimuler sa gorge, pardon. Alors, il n'est pas possible de définir clairement des règles, du coup, ou même des canons en fonction des classes. L'artiste choisi, la volonté du modèle vont les troubler. Il y a plus d'exceptions et de nuances, finalement, que de normes. Ce serait peut-être l'artiste choisi et son atelier qui permettraient de définir des normes, puisque, par exemple, si on prend l'exemple de l'Argilière, on voit qu'il a tendance à préférer les décolletés en V, voire cache-cœur, avec une dentelle très abondante qui remonterait le long du décolleté. Néanmoins, là encore, pour les artistes, on voit des tendances, mais il est difficile de parler d'une norme ou d'un décolleté type pour chaque artiste, en raison des variétés. Donc on a tendance à étudier ces portraits un peu de façon universelle, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont s'idéaliser avec une gorge blanche, toujours les mêmes formes. Mais finalement, quand on creuse un petit peu
par un détail qui serait le décolleté, on a cette question de l'individualité qui pose problème en fait et qui vient questionner cette universalité. Alors on a eu tendance à étudier ces œuvres donc, sous ce regard universel, ce qui a finalement conduit à des propos faux sur les décolletés. Et je trouvais ça intéressant de les aborder avec vous aujourd'hui un peu dans la continuité de ce discours. Puisque, donc d'abord, ce qui est intéressant avec cette approche iconographique, c'est qu'elle permet d'élargir le corpus et donc de varier un petit peu les discours. En effet, en raison de l'absence des nombreuses informations techniques des œuvres dont j'ai pu vous parler, d'abord, il y a eu des monographies. Il y a eu beaucoup de monographies, et presque que des monographies, en fait. Sauf que je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de n'étudier ces œuvres que par les artistes. C'est une approche essentielle, bien sûr, mais elle crée un rejet de nombreuses œuvres, celles qui ne sont pas attribuées, celles qui ne sont pas identifiées, ce qui fait naître des chefs-d'œuvre et des œuvres oubliées. L'étude iconographique a également son lot de défauts, hein, bien sûr, mais elle permet une approche plus transversale, qui n'est pas inédite, mais qui reste rare. Je pense par exemple à l'exposition Portrait en Majesté qui a eu lieu en 2021 à Perpignan, et qui permet donc, alors là encore à la fois par le prisme des artistes, hein, puisque c'est avec Rigaud, de Troyes et Largillière, mais de confronter les styles. Et puis il y a également un nouvel élan d'exposition qui montre les portraits pour les vêtements en parallèle d'objets ou d'œuvres, comme ça a été le cas avec l'exposition À la mode, qui a eu lieu à Nantes puis à Dijon, sous la direction de mesdames Collange-Pérugy et Gorgé Ballesteros. Ces nouvelles approches, elles sont essentielles afin de ne plus regarder le portrait uniquement par son artiste ou son modèle, mais également d'avoir un regard sur la société. Excusez-moi. Ça permet tout de même de poser la question des grands noms, et donc en élargissant le corpus d'étudier des œuvres qui ne sont pas attribuées ni identifiées, ce qui pose quand même la question de... On étudie une œuvre sans connaître le modèle, donc sans connaître le sujet, sans connaître le statut. Donc ça a des limites. C'est intéressant, mais au final, on en vient toujours à se rapprocher des grands noms. Par exemple, moi, une de mes difficultés, ça a été que mon étude du décolleté ne devienne pas une étude du décolleté chez Rigaud, mais toujours une étude du décolleté au XVIIe siècle. Et donc, c'est compliqué dans ce sens-là de devoir essayer de jongler entre grands noms et anonymes. Ça permet également de sortir un petit peu des catégories sociales très élevées et parisiennes en élargissant l'étude à la France, tout simplement, et de voir la manière de se voir, de se montrer, la diffusion des formes. Et très rapidement, l'étude du décolleté permettrait également de dater les œuvres justement pour lesquelles nous n'avons pas d'informations. Excusez-moi, j'accélère un petit peu. Cette étude iconographique, elle permet également de déconstruire les propos tenus dans la recherche aujourd'hui, car le décolleté a été étudié par 2 ouvrages, mais qui ont en fait tendu à confondre vêtements portés, vêtements représentés. En fait, ça a tenu à pas mal d'erreurs d'appréciation. Et en dehors de ces ouvrages généraux, le décolleté est mentionné dans la recherche par des biais de description, et il est toujours suivi des termes généreux et profonds, sans aucune nuance. Le problème de ces discours scientifiques, quand même, c'est qu'ils conduisent à penser que toutes les femmes se font représenter la gorge fortement révélée, comme si universellement les femmes du XVIIe siècle, et c'est le cas pour le XVIIIe, avaient la poitrine dénudée. Or, il faut nuancer ces propos et tenter d'identifier clairement ce qu'est la profondeur et l'indécence, et donc de montrer les décolletés. Rapidement, donc, avec cet exemple d'Elisabeth Sophie Chéron, qui permet de démontrer, donc, je l'espère en tout cas, l'intérêt de cette étude. Son autoportrait a été étudié lors de l'exposition Figures d'artistes. Donc c'est l'autoportrait féminin de la première femme portraitiste à entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, et donc à être reconnue par ses pairs masculins. C'est son morceau de réception, et dans le catalogue de l'exposition, il est décrit comme... Enfin, la blancheur de la poitrine est soulignée, et elle est décrite comme découverte, mais pas de manière indécente. Cette description, elle veut tout et rien dire, clairement, parce que déjà, où se situe l'indécence dans les portraits? Alors, il est vrai qu'à côté de ses homologues masculins, vous me direz, dans les couloirs de l'Académie, Chéron a sûrement la poitrine découverte. Mais je pense qu'il est intéressant d'étudier ce portrait de femme artiste en tant que portrait de femme aussi, et en le mettant en parallèle, en fait, avec les autres portraits de femmes. Et dans ces cas-là, on se rend compte que Chéron, elle respecte les évolutions iconographiques de son temps dans les années 1172, mais elle est quand même assez, pas précoce, mais elle les adopte rapidement, puisque le collier de perles, dans les années 1170, est encore assez présent. On a des formes, une souplesse dans les vêtements. On a la dentelle qui est issue des dessous, mais il est même difficile de parler de dentelle parce que celle-ci n'est pas du tout détaillée. Donc là, cette délicatesse finalement n'apparaît pas. Et donc l'usage des bijoux est très faible.
Et finalement, cette zone ambiguë de nudité selon les auteurs du catalogue, si on la replace dans son temps et dans le corpus de l'époque, on remarque une grande sobriété et une dissimulation des formes. On dissimule aucun volume sur la gorge de Élisabeth Sophie Chéron. Donc c'est une femme qui ôte toute coquetterie superflue, qui respecte les évolutions iconographiques afin de rentrer dans le monde de ses pairs masculins. Alors pour ma conclusion, je me permets d'afficher quelques lectures qui pourront peut-être vous aider si vous êtes intéressé par le sujet. Et pour terminer, donc, j'évoquerai quand même qu'étudier le portrait par les détails iconographiques, c'est soulever la complexité de la cohabitation entre idéalisation et ressemblance, les normes sociales, les canons esthétiques. Et en étudiant dans le détail, ça permet de quitter un peu cette vision de la femme universelle qui serait nue, comme si en fait il n'y avait qu'un seul type de décolleté pour la femme. Alors qu'en fait, on le sait maintenant depuis des années, il y avait des femmes au XVIIe siècle qui se sont fait représenter avec plusieurs manières, avec plusieurs types de décolletés. Et puis cette étude, elle permet sûrement de casser les stéréotypes de notre temps qui peuvent parfois malheureusement refléter les discours moralistes du XVIIe siècle. Mais ces normes, elles demeurent celles quand même d'une catégorie sociale élevée, puisqu'il s'agit des portraits qui nous sont parvenus, des gens également qui pouvaient tout simplement se faire portraiturer. Ces normes, elles doivent être tout le temps remises en question en fonction de nos connaissances, des œuvres qui vont un jour peut-être réapparaître, des œuvres qui vont être étudiées. Et donc, il faut tout le temps remettre en question, finalement, cette étude et les possibles normes ou caractéristiques qu'on peut faire ressortir. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Lilith pour cette présentation qui déploie avec beaucoup de nuances un nombre de pistes sur les normes et leur établissement, les différents facteurs qui peuvent justifier l'établissement de ces normes, que ce soit des facteurs moraux, des facteurs sociaux ou plutôt en lien avec la destination des œuvres ou le style d'un atelier d'artiste. Donc ça ouvre beaucoup de questions, je trouve, et on a envie que tu continues en effet ce travail. Et j'ai aussi trouvé très intéressante la manière dont tu élargis le canon historiographique du portrait. Je te remercie pour cette présentation. Je vais maintenant présenter notre troisième intervenante, Léna Lévy, qui a suivi un parcours en histoire de l'art entre l'ENS de Lyon-Ulm, Lyon 2 et Paris 1, et a réalisé un mémoire de recherche et de master sur l'utilisation de la combustion en art contemporain. Elle a assisté Sylvie Ramon au Musée des Beaux-Arts de Lyon sur plusieurs expositions, comme entre autres Matisse, le laboratoire intérieur ou Le Drapé, avant d'être chargée de recherche et assistante d'exposition pour Picasso Baigneuse et Baigneur, ouverte en juillet 2020. Elle a également travaillé au MAC Lyon ainsi qu'au Centre Pompidou en préparation de l'exposition Elles font l'abstraction. Elle prépare actuellement une thèse sur les enjeux esthétiques et politiques des œuvres autopathographiques des femmes artistes entre les années 1970 et 1990, soit au croisement des health movements et feminist movements aux États-Unis et en Angleterre. Son sujet accorde une place importante à l'étude de la temporalité de la création face à la maladie. Le titre de sa communication est le suivant: Entre réappropriation et refus du canon, les autopathographies des femmes artistes à partir des années 1970. Merci Léna. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices, organisateurs, à vous et à tous ceux qui sont encore là dans la salle pour cette fin de rotonde. Je suis très stressée. Ouais, mais sinon je regardais là, mais... donc, du coup, cette communication donc, parle d'un gros morceau de ma thèse, donc ça va être un peu compliqué de la résumer du coup sur 20 minutes. Je travaille donc sur les autopathographies. En fait, c'est des autoportraits, mais liés à la maladie. Donc il y a aussi l'autre versant qui sont les autothanatographies qui parlent des portraits de la mort que j'évoquerai très brièvement en fin de parcours si j'ai le temps. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'il s'intéresse à la fois à la notion du canon artistique, avec tout l'enjeu pour ces artistes, ces femmes artistes, de se replacer dans une histoire de l'art, et avec le canon esthétique qui est de justement ne pas se plier aux injonctions à performer la norme féminine et aux stéréotypes du féminin dans leurs travaux du coup qu'elles envisagent comme féministes. Donc c'est le tout début du plan. Donc du coup, dans un premier temps, je vais interroger la place justement du canon artistique, particulièrement dans leurs travaux, et comment est-ce qu'il vient irriguer toute la formation de leur iconographie liée à la représentation du corps malade. Parce que tout l'enjeu, en fait, à partir des années 70 jusqu'à 90, est de donner une visibilité à des corps qui ont été plutôt occultés par l'histoire de l'art, à savoir des corps féminins malades, parce qu'ils sont exclus en fait de la norme des représentations des corps féminins.
et donc par une des techniques en fait de représentation de ces corps et de se référer à des images canoniques, et donc on verra des statues de l'Antiquité, à des iconographies religieuses ou encore à des images en fait plus contemporaines des canons du coup de beauté. Donc on passe du côté des canons esthétiques et comment ces deux choses en fait sont assez poreuses. Donc l'idée est de montrer qu'en fait ces canons sont très loin de leur corps à elles en tant que femmes malades, et que le fait de les citer crée en fait des espaces où on peut s'installer à la fois donc la question de la critique et de la réappropriation de ces choses-là. Voilà. Donc la première artiste de mon corpus donc est Nancy Fright, qui est une sculptrice lesbienne des années 70-80 qui fait partie du Women's Building dans les années 70 et qui tombe malade dans les années 80, et en fait elle va commencer à faire des sculptures de son propre corps à cette époque-là. Donc elle va travailler à partir de Polaroid qu'elle prend de son corps ou pris par sa femme, et donc là c'était juste pour montrer les toutes premières sculptures qu'elle fait juste après son opération. Donc elle est encore à l'hôpital. La première c'est celle qui est en bas de l'écran, et en fait elle le modèle à une main, et celle d'après elle l'a fait un peu plus tard, je crois, juste avant de sortir de l'hôpital. Et donc, quand on pense à des figures qui pourraient inspirer cette iconographie-là, très rapidement, il y a l'image de Sainte Agathe qui arrive, donc qui est une sainte qui, je crois, c'est le IIIe siècle, et qui, en refusant de se donner au consul Quintianus, est condamnée à la torture. Et donc, la torture se manifeste par, on lui met des tenailles sur les seins jusqu'à, les arracher. Elle va avoir la vie de Saint-Pierre qui va la guérir et lui proposer de s'enfuir. Elle va refuser. Le consul va redemander d'en faire sa femme. Elle va encore refuser. Elle va finir par mourir dans un cachot. Et à ce moment-là, il y a un énorme tremblement de terre. Et 1 an plus tard, sur l'anniversaire de sa mort, il y a aussi une éruption. Et le mythe veut que l'éruption volcanique ait été arrêtée aux portes de la ville, donc de Catane, avec le linceul qui était sur sa sépulture. Donc Sainte Agathe devient une protectrice des séismes, des éruptions volcaniques, et il y en a un troisième qui m'échappe, mais ce n'est pas très grave. Et donc cette chose-là va aussi venir nourrir l'iconographie en fait autour des représentations du cancer du sein, ce que je vais évoquer un peu plus tard. Il faut que je suive mon script, parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc on a les seins coupés dès 1985 sur les images d'avant, et en fait en 87 elle va réaliser une petite sculpture qu'elle va appeler Saint Agatha and Me, où elle va citer directement la référence à la martyre de Sainte Agathe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une référence formelle assez claire, parce que dans les représentations de Sainte Agathe, on a souvent soit le moment où elle se fait tirailler les seins, soit le moment où elle le prend sur le plateau. Donc c'est une référence assez claire, mais en même temps cette référence est un peu vide de sens d'un point de vue d'analyse si on cherche en fait à la rapprocher elle de Sainte Agathe, dans le sens où Sainte Agathe se fait arracher les seins parce qu'elle se refuse un corps, elle le fait parce qu'elle attend une transcendance divine. Enfin il y a toute une partie en fait spirituelle qui est en fait absente du parcours de Nancy Fright face à la maladie, parce que elle parle juste d'une opération et on lui enlève un sein pour lui sauver la vie, donc ça n'a rien à voir avec un supplice fait dans un but divin. Il n'y a pas de coupable en fait par rapport à c'est la maladie la coupable, même si après elle va parler d'une dimension plus politique de la maladie. Et donc du coup en fait c'est une référence qui est très formelle et qu'elle va dériver dans son œuvre par répétition et par modulation, en reprenant en fait l'image de Sainte Agathe. Donc elle va faire différents avatars de cette sculpture, où elle va enlever le sein de ses mains, où elle va mettre beaucoup plus de seins dans ses mains, où elle va mettre des visages dans ses mains. Donc en fait elle va avoir tout un travail autour de cette iconographie-là, qui devient en fait une espèce de citation formelle, donc vidée de son sens de référence religieuse. Elle a une enfance avec une éducation religieuse juive, mais dont elle s'est détachée. Elle s'est intéressée beaucoup aux icônes, à l'art mexicain. Enfin, elle a quelque chose de très riche en fait en termes de références. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en ayant une approche très formelle de cette référence-là, c'est son propre corps, elle, qui va devenir icône. Et pour elle, ces petites sculptures, même si elle parle en fait de la mastectomie et donc de la perte d'un sein, elle les envisage comme des références en fait à la perte et au deuil de manière plus globale. Et donc de la même manière que Sainte Agathe vient rappeler, est protectrice des incendies, des éruptions volcaniques, elle se fait en fait référence face au deuil en fait et à la perte. Et donc elle revêt un peu ce rôle d'icône-là en tant que personne. Et donc en fait le titre Sainte Agatha Ennemie, donc de 87, est plus à lire comme Sainte Agathe et moi, pas dans une identification de l'artiste à Sainte Agathe, mais plutôt dans une espèce d'altérité il y a une référence, mais ce n'est pas elle qui s'identifie. Et donc en ça, la référence à une image canonique pour moi est assez intéressante, parce qu'elle ne cherche pas une identification pour prouver un rattachement iconographique ou symbolique. On a quelque chose d'un peu plus un peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que la référence à Sainte Agathe revient un peu plus tard dans son travail.
parce qu'elle va donc subir un deuxième cancer du sein quelques années plus tard. Et à ce moment-là, quand on lui pose son diagnostic, elle dit qu'elle a une vision d'un sein qui brûle dans un hôtel, enfin un hôtel littéral avec des roses, et elle a aussi tous les souvenirs en fait, des radiations qu'elle a subies qui lui reviennent avec ces images de brûlure. Et donc en fait, elle va créer plein de petits hôtels. À droite, c'est de très mauvaise qualité, mais c'est parce que je travaille principalement sur des diapositives, ce qui est un peu contraignant. Mais on voit un sein donc, dans les flammes en bas à droite et en haut à droite. C'est un sein qui est là lié et en plus donc, en train de brûler. Donc on a encore des références à une iconologie et en même temps à quelque chose de très concret qui est la maladie. Et donc je trouve que c'est assez intéressant en fait, justement d'avoir tout ce tissu de références qui s'émaille dans son travail, mais qui n'est jamais une référence en fait, textuelle ou symbolique, ou c'est pas une revendication d'un statut de martyr. Il n'y a pas eu tout ça dans son travail, c'est quelque chose en fait, qui se voit en fait, dépossédé de toute cette dimension-là. Donc sur ces questions justement sur cette référence à Sainte Agathe dans les éruptions volcaniques, les séismes, etc. On a une autre artiste du coup, qui est la deuxième artiste de mon corpus, qui donc, s'appelle Holly Sigler, donc je n'ai pas d'image pour l'illustrer, mais qui elle travaille son cancer du sein officiellement à partir de 92, mais en fait elle l'évoque dans des œuvres des années 85, et en 83, on sait en fait que sa mère tombe malade également d'un cancer du sein. Et donc dans les premières de 85, même si elle n'en parle pas explicitement, en fait c'est des maisons, généralement c'est des scènes un peu sur ce format-là où on a un point de vue un peu frontal comme devant une scène de théâtre. Et en fait l'espace domestique qu'elle représente énormément éclate avec une éruption volcanique au milieu, il y a des foudres qui s'abattent, tout prend feu. Et donc il rappelle un peu justement la référence à Sainte Agathe. Donc c'est dans une œuvre qui s'appelle Change Doesn't Come Easy for Her, si jamais ça intéresse quelqu'un, qui est très jolie, mais que je n'ai pas eu le temps de montrer, et tant mieux vu le temps que je prends. Et donc du coup, chez Holly Sigler, on a aussi des références canoniques assez formelles, donc au canon de l'histoire de l'art, qui se retrouvent à travers ses œuvres. Et j'ai choisi donc, pour illustrer une œuvre de 83, donc avant qu'elle parle officiellement de son cancer du sein. Et en l'occurrence, elle parle celui de sa mère. Et ce qu'on peut en fait apprendre rétrospectivement via une œuvre de 92, où du coup, dans les textes qu'elle écrit sur les cadres, elle parle de toute la généalogie de sa famille autour de la maladie. Donc on sait qu'en 83, c'est le diagnostic de sa mère. Et donc, quand elle écrit, ces titres sont toujours très explicatifs de scènes en fait, de référence. Quand elle écrit She's got an itch, she can scratch, elle fait référence en fait, à la cicatrice de sa mère, supposément. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dès les années 80, elle va insuffler dans son travail en fait, de peintre et dessinatrice énormément de références à des sculptures antiques, à de la statuaire antique. Et donc là, c'était littéralement une galerie en fait, qu'on voit en arrière-plan, avec des choses plus ou moins faciles à identifier, donc les Aphrodites, les Vénus de Milo, la Nike, enfin, tout ça était plus simple. Et après, une Irénée de Plutos qui m'a demandé des efforts assez particuliers pour l'identifier, qui est la dernière statue à droite. Et en fait, dans toutes ces œuvres-là, elle parle en fait, du quotidien lesbien, elle va parler des violences qu'elle a subies quand elle était enfant, elle va parler de la vie politique. Elle ne va jamais représenter son corps en tant que tel, ça va toujours être un corps très fluctuant, des ombres. Et en fait, les sculptures antiques sont les choses les plus corporelles auxquelles on va avoir accès en termes de représentation des corps, tout en étant en fait des idéaux totalement désincarnés finalement par rapport en plus à l'époque et à ce dont elle parle, qui est justement à l'impossibilité de montrer en fait, une certaine quotidienneté, en l'occurrence un couple lesbien, puis du parcours face à la maladie. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va représenter une Amazone. C'est la troisième, oui c'est ça, sculpture en partant de la gauche. Et la figure de l'Amazone en termes de canon, elle est assez intéressante parce qu'en fait dans les textes au départ, les Amazones ont 2 seins. Et c'est au fur et à mesure de réécriture et au moment où ça devient un mythe qu'on va écrire, et c'est Hérodote, je crois, le premier il faut que je vérifie, c'est marqué quelque part, qui va en fait dire qu'elles n'ont qu'un sein parce qu'on le brûlait à la naissance, alors qu'en fait, dans les premiers textes, elles avaient leurs 2 seins. Et donc, dans l'iconographie première des Amazones, et même dans cette sculpture-là, toutes les Amazones ont 2 seins. Et c'est en fait à force de réécriture et à force de passer du côté du mythe qu'on va leur enlever en fait, cet attribut-là et qu'elles vont devenir après, particulièrement au XXe siècle, des icônes en fait, et des références du canon par rapport à la représentation du cancer du sein. Et par exemple, là, depuis quelques années, Prune Nourri, qui également travaille sur le cancer du sein, a fait du mythe de l'Amazone un des canons en fait, de référence fondateur de sa pratique, alors qu'en fait, de fait, historiquement, il est faux, ce que je trouve rigolo. Voilà. Donc, ce que je trouvais intéressant, donc, ces choses-là, c'est que via la répétition en fait, de ces statues qui ont 2 seins, dont on voit les 2 seins, on a une espèce de parodie qui s'inscrit du féminin et qui est en fait redoublée par le fait que ces canons artistiques ont leurs pendants, qui sont donc les canons esthétiques, qui sont représentés au niveau du sol avec des collants, des paires de gants, une brosse à cheveux, il y a
un flaque de parfum, des robes, et qui en fait ne font que souligner à nouveau en fait l'absence du corps malade, en l'occurrence de sa mère et de son corps à elle par la suite. Et donc on a un peu une espèce de vanité dans la reproduction de ce canon qui, s'il est la porte d'entrée vers une volonté de visibilité des corps féminins, souffrant en l'occurrence, ne mène finalement à rien et ne fait que souligner l'impossible en fait, représentation de ces corps-là à ce moment-là, du moins dans son histoire personnelle et dans son art également. Elle fait entrer en fait, via la mention de ses œuvres le mythe en fait, dans le quotidien, ce qui rejoint un peu toutes les phrases de l'époque, l'intime et politique, mais en même temps, elle montre que toutes ces références au mythe en fait, sont à peu près vaines et ne disent pas grand-chose quant à la possibilité de représenter des scènes en fait, du coup, de vie quotidienne de ces femmes-là. J'ai perdu ma fiche. Non, tout va bien. Donc c'est pour vous montrer ensuite qu'on retrouve ses œuvres tout au long en fait, de son travail. Et donc la série The Breast Cancer Journal en 92, c'est une série de 13 œuvres où là elle parle directement de son cancer du sein. Et sur le cadre et sur les interstices entre le cadre et la toile, elle va écrire en fait, des petits textes qui sont soit des récits politiques, soit des extraits de journaux d'études scientifiques sur le cancer du sein, ou des extraits de ses propres journaux. Donc qui mêlent l'histoire privée du coup intime et l'histoire politique, où elle va mentionner pas mal de références annexes. Et donc, pour montrer qu'on retrouve en fait la victoire de Samothrace, on retrouve l'Aphrodite tout au long, en fait, même dans ses dernières œuvres. C'est des œuvres qui vont revenir et qui soulignent en fait à chaque fois l'impossibilité de représenter le corps malade, même si du coup la Nika a quelque chose d'un peu plus victorieux parce qu'elle représente l'espoir, l'espérance face au déclin du coup elle de sa propre maladie, puisqu'à l'époque elle est malade, sa mère est décédée. Donc la dernière partie, de cette première partie. Sur la convocation du coup des canons artistiques, je vais parler d'Anna Walkie, qui a une place un peu plus ambiguë sur des questions de féminisme, de représentation du corps féminin dans les années 70. Elle a été beaucoup critiquée à l'époque pour des raisons assez viables, où elle a tenu des propos un peu exécrables à certains moments, mais néanmoins, elle a une production assez intéressante. Au moment de sa maladie, elle commence en fait assez tôt à se référer à une iconographie religieuse. En 1974, elle fait Superti Art, où elle se représente en Christ en croix. C'est une performance qui va être prise en photo. Et elle commence en toge romaine, et au fur et à mesure, elle se dévêt, et elle finit par étendre les bras avec du coup la toge devient un périsonium. Donc très rapidement, elle fait référence au canon artistique et religieux d'une manière un peu subversive pour travailler sur la nudité, en ayant un corps en fait exactement conforme au canon esthétique de l'époque. Donc, ce qui, du coup, au milieu des questions féministes, pose un peu problème pour plein de raisons, et parce qu'elle en joue énormément, donc on lui reproche de jouer le jeu du narcissisme, de jouer le jeu de la féminité, et en fait de ne pas avoir un discours assez critique. Mais néanmoins, c'est assez intéressant parce que quand elle va tomber malade, elle va continuer à faire des références en fait, à cette iconographie-là qu'elle a travaillée. Et donc, par exemple, les Intravenous End pourraient être interprétées comme des mains en fait, avec les stigmates de la crucifixion. Et elle va les réaliser quand elle est à l'hôpital. Ça devient un motif un peu obsessif. Et c'est quelque chose... L'obsession comme ça de ces images canoniques est assez récurrente chez tous ces artistes qui ont vraiment retravaillé systématiquement les mêmes motifs. Et donc, en fait, se les approprier et les faire... Enfin, ça devient en fait un peu des motifs conducteurs de toute leur création. Donc, en fait, leur propre canon et leur propre histoire au sein de leur corpus. Et donc, elle renvoie en fait aussi à ça, aux wands, dont elle parle donc, dès les années 70, où c'est des petites... Elle va faire une espèce de petites formes, généralement on dit que c'est des formes de vagin en chewing-gum sur ses bras. Et elle va expliquer que c'est les stigmates de la féminité qu'elle rend visibles. Et donc en fait, on revient aussi un peu à ces choses-là, avec ces œuvres-là. Et donc elle va continuer donc, dans la même veine que ces références... Déjà à l'époque, ses blessures, on peut y voir une référence à Saint Jean-Baptiste, une fois qu'on lui aurait enlevé ses flèches. Donc il y a beaucoup de choses qui, comme ça, viennent irriguer son imaginaire. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la série de photographies Intravenous qu'elle réalise à la fin de sa vie, dans les 3 dernières années de sa vie, du coup, où elle va opposer donc là 2 portraits d'elle. Le plus récent est à droite et le plus ancien est à gauche, je crois. Non, c'est l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va reprendre donc, l'image de la Madone à droite, où le tissu bleu devient une espèce de tissu d'hôpital, de serviette. On voit un peu qu'elle a encore ses cheveux en fait, derrière. Elle n'est pas encore tout à fait aussi déformée par la maladie que sur la photo de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle oppose en fait, donc, un espèce de canon de la Vierge Marie sur la droite, avec une pose qui est celle en fait, de Marilyn Monroe sur les derniers clichés qui ont été pris d'elle par... c'est pas Kirkland, c'est l'autre.
Ça me reviendra, c'est pas très grave, mais du coup elle fait beaucoup de poses où il y a quelque chose de très star hollywoodienne à mettre les mains autour du visage. Et donc en fait, elle va mettre en parallèle ce canon artistique de la Vierge Marie, enfin le canon artistique et la référence à la Vierge Marie à quelque chose du canon plus esthétique et du coup de ces images de la culture populaire qu'elle va se réapproprier. Et en fait, elle rejoue également des choses qu'elle avait jouées à l'époque où elle était considérée comme conforme au canon esthétique et aux stéréotypes de la féminité des années 70, et en montrant qu'en fait c'est une approche très formelle. Et si on lui reprochait à l'époque d'être trop sexy, trop féminine, de en fait malmener le canon, là on va au contraire il y a des discours en fait de réception qui sont très violents. On lui reproche la nudité, on lui reproche la référence parce que c'est enlaidir en fait la perception qu'on a de son corps. Et elle va avoir une réception assez violente de ses œuvres en fait. Bon, elle sera décédée, elle ne le saura jamais, mais il y a une réception assez violente. Et donc il y a aussi donc l'idée en reprenant ces formes, de lutter contre le discours qui a été porté contre ses œuvres et qui du coup l'accusait en fait de ne faire que répéter des canons esthétiques, en montrant qu'en fait c'est une forme qu'elle essaye aussi de parodier par la suite une fois malade, alors que son corps n'est plus conforme du coup à ces stéréotypes. Je répète beaucoup. Donc en conclusion de cette première partie, est-ce que j'ai le temps de faire la deuxième? Je ne suis même pas sûre. Peut-être très rapide. C'est terrible. Est-ce que je m'égare? Merci. Donc cette idée en fait que j'espère avoir à peu près montré que de la référence au canon et à la citation des formes, en fait on en vient à des choses d'autocitation, et donc du coup on extirpe un peu le canon de l'historicité, du récit d'histoire de l'art pour en faire quelque chose de plus intime, et du coup on le vide aussi un peu de toutes ces symboliques. Et du coup dans une deuxième partie en accéléré, donc Anna Wilke, on va parler de narcissisme radical, et on va les tuer sous l'angle de la femme fatale, où la femme fatale en fait devient une femme un peu létale, parce qu'elle va littéralement reprendre des clichés d'elle, considérés comme excessivement sexuels à l'époque, très mal reçus, pour en fait les réactualiser au moment de sa maladie. Et il y a aussi toute la question de l'esthétique de la pose, où la pose serait comme le fait de déjà se figer dans quelque chose de mort et de pas vivant, et donc elle redouble toute la létalité de la femme fatale en se représentant nue dans son bain. Donc il y a une série de photos qui est également une référence textuelle en fait à une des dernières séances photos de Marilyn Monroe, qui est celle de Kirkland, et où elle se représente, c'est à l'hôpital sur des draps froissés. Donc on a en plus toute l'iconographie qui vient en tête des draps froissés qui suggèrent la sexualité. Et elle porte en fait les pansements de ces tentatives ratées en fait de transplantation de moelle osseuse. Et en fait, c'est vraiment des références avec la même prise en vue en fait en contre-fin, de haut en fait des images de Marilyn Monroe. Et donc ces questions de femme fatale et femme létale est en fait redoublée par la référence à littéralement une femme qui s'est suicidée quelques ans plus tard. Donc on a vraiment tout un imaginaire assez critique, parce que il y a aussi l'idée que suivant ces images de beauté, ces stéréotypes auxquels elle se réfère ne sont en rien porteurs de vie et ne sont en rien garants en fait d'une vie derrière et d'une beauté, d'une aisance vis-à-vis de son corps. Donc, par rapport au titre intraveineuse, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi le côté aller à l'intérieur du corps. Donc on pensait aux Vénus anatomiques, qui sont des sculptures en fait en cire, qui sont prises en photo par Zoé Léonard par exemple. Il y en a une aussi à Venise, c'est pas du tout intéressant. Et avec l'idée que quand on va à l'intérieur du corps féminin et quand on va en fait au-delà de la forme, on déroge au corps normé, parce que le féminin c'est généralement la forme et quelque chose de très horizontal, donc on va plus du tout là-dedans. Et donc du coup, en donnant accès à l'intérieur, elle refuse en fait justement d'être vue seulement comme une forme et donc seulement comme un canon nul. Et là, on va s'arrêter là si on va s'en sortir. Très rapidement, Jo Spence qui travaille sur la monstruosité des corps, elle travaille la photothérapie, et en fait elle va se représenter dans des formes identifiées comme étant des stéréotypes de relation de la famille en particulier. Donc là ça va être l'enfance, elle a subi une lumpectomie au sein gauche, et elle travaille sur la perception en fait de son corps par le regard des autres, donc en tant que monstre, en l'occurrence sur le cliché de droite. Donc c'est une séance en fait qui comprend en tout 7 clichés. Donc elle travaille sur les Miss, ça c'est une référence à sa mère avec les escarpins rouges. Et ensuite la dernière photo en fait de la séance, c'est elle nue et qui revêt un peu le corps de l'enfant. Il y a un peu l'idée que en se réapprenant à endosser tous les masques et tous les canons, tous les stéréotypes, en fait elle fait le deuil également de son propre corps, de son enfance, de son rapport à la mère, et qu'en fait elle apprend à se montrer de manière vulnérable et à ne plus se définir comme de la façon dont l'a défini le regard des autres. Elle va couper les seins des Barbies aussi, dit de manière très brutale. Et elle cherche en fait à devenir son propre canon.
Et ce qui est intéressant chez elle, rapidement, elle arrête de se représenter quand elle retombe malade et son corps en fait va se soustraire à la représentation parce qu'elle considère que l'image qu'elle a d'elle n'est pas conforme à l'image qu'elle rend d'elle en photo. Et donc il y a une période de 8 ans où on n'a plus de clichés d'elle, jusqu'à un cliché qui est réalisé juste après sa mort par son amie, du coup Marie, qui va la représenter sur son lit de mort. C'est un cliché qu'elle a demandé très précisément. Et en fait, il va utiliser une forme de pliage. En fait, le visage va s'avaler au fur et à mesure. Et donc en fait, ça parle aussi de l'impossibilité de continuer à représenter le corps féminin quand il atteint en fait les limites et qui devient trop difforme. Elle se refuse en fait à se représenter de la sorte. Et donc cette émancipation du régime des corps touche son apogée avec Holly Sigler, qui disparaît peu à peu de son travail, et avec l'idée qu'il s'agit d'une imposture cosmétique que de se représenter en fait comme conforme au canon et aux attentes stéréotypées du genre féminin. Et donc elle va redoubler les références à la mode, à la cosmétique dans ses œuvres, en du coup parallèle de textes qui parlent par exemple d'Audre Lorde, qui parle d'imposture cosmétique, qui parle de la douleur que d'avoir à porter une prothèse qu'elle refuse de porter, de la façon dont on la traite car elle refuse de porter une prothèse. Donc il y a toute une réflexion sur justement l'impossibilité d'incarner en fait une certaine type de corporéité une fois malade. Et donc une des œuvres un peu phares de cette époque-là, c'est cette réappropriation du mythe de Dorian Gray, où du coup il y a une disparition totale du corps. Donc on a vraiment des corps sans tête finalement. Et où elle parle de la dimension politique, et donc je vais conclure très rapidement sur ça. Je peux ? J'essaie. On va y arriver. Tout ça, donc c'est des outils en fait de discours critique. Et elle a un point de vue très politique sur le cancer du sein. Elle travaille de manière très politique, et elle va dans ses textes en fait parler du rôle en fait à la fois du rôle politique et du rôle de la structure économique et de consommation, des modes de consommation dans le fait qu'on met le corps des femmes en danger. Ça revient énormément dans ses textes. Et elle va parler particulièrement en fait, de l'usage des hormones et des HTR, donc les hormone replacement therapy, ou alors du fait qu'on ait beaucoup de produits chimiques dans les terres. Voilà. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que cette même idée du canon et de comment est-ce qu'on va figer la féminité dans des codes et en fait tuer finalement un peu ces questions-là, c'est que dans les mêmes années, justement les traitements par remplacement hormonaux sont utilisés pour lutter contre la ménopause qui est vécue comme une maladie. Et en fait, l'idée, c'est de bloquer le vieillissement du corps féminin parce qu'on considère à l'époque, il y a des textes qui sont écrits de manière très premier degré, comme Feminine Forever, donc de Robert A. Wilson, qui est un gynécologue et qui en plus est soutenu par sa femme, qui en plus a fait le crédit féminin de tout ça, donc c'est une sombre affaire, et qui du coup en fait argumente en faveur de bloquer, en gros de doper aux hormones ces femmes-là pour empêcher la ménopause et pour qu'elles restent femmes, ce qui en fait a pour conséquence secondaire de déclencher des cancers du sein, des cancers du col de l'utérus. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. En voulant bloquer le vieillissement du corps féminin, on déclenche des maladies qu'ensuite on refuse de représenter dans l'iconographie visuelle, dans l'histoire de l'art. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, tout ça. Et en fait, le risque par ailleurs de toutes ces représentations est de perpétuer en fait des canons, parce qu'il y a deux grands types qui vont émaner de ça. Ça va être la figure de la survivante et la figure une glamourisation du coup, une espèce de pinkwashing autour du cancer du sein, et qui en fait sont les deux grands risques de continuer à n'aborder ces questions-là du corps féminin malade que par le biais du canon. Et pour reprendre Prune Nourri, c'est que finalement on est un peu dans ce côté un peu glamourisation et de héroïsation avec une iconographie très guerrière de l'Amazone, qui en fait oublie un peu, de mon point de vue, même si je trouve son travail très intéressant pour plein d'autres raisons, oublie un peu justement cette espèce de diversité qu'elles, des artistes auparavant, ont tenté de mettre en lumière. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ai plus de ça. Merci beaucoup, Léna Lévy. C'est vraiment super de pouvoir finir avec cette communication, parce que ça parle à la fois d'affirmation de corps considérés comme hors normes et d'affirmation de leur présence et en même temps d'affirmation de leur absence. Et c'est ça qui est vraiment frappant dans ces œuvres, c'est l'affirmation d'une absence et aussi l'explicitation de la vanité d'un canon. Comment est-ce qu'on peut se rattacher ou non à ce canon quand on décale un peu le regard de par son vécu. Et ce qui ressort aussi de vos trois communications, c'est le canon artistique, bien sûr, mais aussi l'importance du canon esthétique contemporain, qui se retrouve de manière plus quotidienne autour des œuvres qui sont créées. Ce qui est intéressant aussi dans le parcours des artistes dont tu as parlé, c'est la manière dont elle déjoue la référence
disons que c'est ce qui pourrait être plaqué sur leur travail en termes de lignée, de référence et déjoué par les formes qu'elles produisent. Et ça pose la question de la réception, que vous avez tous les trois évoqué aussi, que ce soit par l'historiographie ou de manière contemporaine, les réceptions qui sont violentes quand le canon est réapproprié et décalé. Et ma première question, avant de lancer la discussion de manière plus collective, elle est pour Thomas. J'aimerais bien que tu nous parles un peu plus justement de cette résistance critique quand les Hercules très, très musclés apparaissent dans l'espace public. Tu as parlé de tas de melons, si je me rappelle bien. Est-ce que dans ton étude, au fur et à mesure du temps, tu perçois et tu analyses une évolution de la critique, et à quel moment est-ce que ces formes nouvelles qui émergent sont acceptées et valorisées comme belles et comme potentiellement canoniques? Merci de la question, en premier temps. Et le cas de Baccio Bandinelli et de l'Hercule Cacus qu'on a vu avec ce corps qui était très musclé, en fait, il fait consensus à l'époque. Et cette question, il faudrait vraiment réappuyer dessus. C'est le cas de mon mémoire actuel, mais je n'ai pas eu le temps de présenter. Mais la réception de sacs de melon, les pamphlets, les sonnets, en fait, correspondent au statut social. Ce sont de l'artiste. Et donc, du coup, son œuvre est réceptacle de toutes ces critiques par rapport au statut de l'artiste, au récit vasarien, etc., mais qui finalement n'impactent pas la sculpture en tant que telle. Et d'ailleurs, cet Hercule Cacus, comme j'ai dit, était très contrôlé par le pouvoir médicien et notamment le pape. Et par exemple, Bandinelli propose une sculpture beaucoup plus lisse au niveau des muscles, la musculature. Et c'est le commanditaire qui va appuyer pour une redéfinition des muscles, une affirmation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est devant le Palazzo Vecchio, et il faut que ce soit lisible, soit facile à lire, et du coup, il y a ça. Mais cette réception critique, elle est vraiment sur l'artiste, moins que sur la sculpture. Il faudrait se repencher dessus. La personnalité plus que les formes. Oui, vraiment, c'est plus la personnalité, parce qu'à ce moment-là, il devient chevalier par Charles Quint. Il se met en désaccord avec pas mal d'artistes du milieu florentin. Il y a toute une question dessus. Et donc, du coup, cette sculpture, elle devient une sorte de réceptacle à toutes ces critiques sur l'artiste, d'autant plus que l'Hercule Cacus a été de Bandinelli. C'est Michel-Ange qui devait le faire, pardon. Et du coup, les gens comme Vasari, etc., vont considérer que Baccio Bandinelli a volé la sculpture à l'artiste le plus important du monde, Michel-Ange. Donc, du coup, plus des critiques sur l'artiste que sur la sculpture en tant que telle. Merci. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le public par rapport à ces trois communications ? Peut-être pas tellement des questions précises, mais un questionnement général, notamment en écho avec votre communication, Léna, sur en fait la manière de... En fait, ce que j'ai compris de votre communication qui était passionnante, c'est les limites de la représentation et à quel moment, finalement, dans la représentation, on est forcément enfermé dans des canons qui viennent, en fait, ne pas dire amplement l'impact de la maladie, et comment aussi, même en essayant de contourner ces canons pour dire la maladie, on reste dans une structure qui vient, disons, surimposer, enfin rajouter des stéréotypes, donner un cadre, et donc la représentation de la maladie échappe toujours. Et en t'entendant et en voyant le travail d'Anna Wilke, que je connais un peu aussi, je me suis dit qu'il y avait peut-être une notion qu'on n'avait pas évoquée cet après-midi, et qui était peut-être en fait centrale quand même. C'était la question de la forme et de l'informe, dans la mesure où en fait, et notamment dans dans toutes les théories psychanalytiques, notamment chez Kristeva quand on parle de l'abject, l'informe, c'est justement ce qui échappe au canon, ce qui échappe à la forme, à la fois dans une dimension matérielle, puisque c'est ce qui ne peut pas être donné à voir, dans la matérialité de la chair, etc. Et en même temps, j'ai perdu mon deuxième point. Non, mais parce que ça fait écho à plein de choses sur lesquelles je réfléchis depuis plusieurs années. Du coup, c'est
Et oui, en même temps, l'informe, c'est aussi ce qui vient dans sa dimension psychanalytique et d'inconscient, c'est le retour du refoulé. Donc c'est ce qui vient toujours brouiller le canon d'une certaine manière. C'était mon premier questionnement, et puis, enfin, j'imagine qu'il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Mon deuxième questionnement, c'est vis-à-vis de la représentation de la maladie. On en parle beaucoup depuis 1 ou 2 ans suite au Covid, et il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus. Moi, je suis responsable au MUSEM du pôle sport et santé, donc c'est un questionnement que je me pose aussi un petit peu. Et en fait, est-ce que aussi cette manière de donner à voir la maladie sans rentrer dans ces schémas représentationnels, iconographiques, c'est pas aussi de donner à voir ou de faire expérimenter le fait d'être malade de manière physique. Donc de ne pas être sur des représentations iconographiques, mais d'être plus sur un travail de performance, un travail d'expérience, enfin en fait une esthétique relationnelle à la Bourriaud, quoi. Désolée, c'est plein de questionnements, mais c'était vraiment très riche ta communication, et du coup je me pose plein de questions. Du coup, plein de questionnements qui sont également de mon côté, et donc un peu compliqué de répondre à tout et de classer mes pensées. Sur l'abject et Kristeva, il y avait un mini point dessus au moment sur le travail d'Anna Walkie, vu que je ne sais jamais ce qu'il faut dire, ça me terrifie. Et je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que cette question-là de l'informe, elle apparaît via le monstrueux chez Jo Spence, qui, elle, s'était jamais trop posé la question de l'intégrité de son corps et de si elle correspondait ou pas aux normes physiques, parce qu'elle se considérait un peu comme banale. Et elle va beaucoup travailler sur le monstre, en fait, par la suite. Elle a une approche thérapeutique, elle va travailler en fait, avec beaucoup de gens, et une approche sociale de la photographie, donc elle va beaucoup diffuser ses œuvres. Et elle va travailler sur le monstrueux, sur comment est-ce que ça sort du cadre, mais en fait, dans quelque chose qui reste toujours en fait, finalement très normé. Et la preuve en est qui est que quand elle n'arrive plus à supporter son image, là, elle va travailler elle va s'autociter, elle va faire des montages de son propre corps avec des images funestes, avec des choses en fait, du coup, qui ne sont plus son corps, parce qu'elle n'arrive plus à le représenter malade à ce moment-là. Et ce qui, du coup, revient l'impossibilité en fait, de le représenter de manière formelle et de le normer. Et non, mais sur la vie, je trouve ça intéressant parce que surtout, il y a tout le côté où dès qu'on montre des fluides, dès qu'on montre du sang, il y a quelque chose qui refuse et qui n'est pas possible d'être visible. Et je sais que sur la réception d'Anna Walkie, c'est surtout sur les vidéos qui sont assez horribles. C'est un montage de 16 vidéos des 3 dernières années de sa vie. Et il y a des scènes horribles où elle vomit, où elle est en séance de chimio, elle perd ses cheveux, elle s'arrache les cheveux. Et tout ce côté-là, en fait, justement, où elle perd sa forme de corps, est très violent à voir. Et ça va sortir je crois que c'est 11 ans, je crois, après son décès seulement que les vidéos sont montrées une première fois. Et elles sont reçues, les gens dans la galerie réagissent très mal au fait que ce soit montré. Et il y a un vrai échec, en fait, pour moi, en travaillant sur la tic, un échec, en fait, à montrer la maladie dans ce qu'elle a très corporel. C'est pour ça que je pense que ces artistes vont vers un refus de la corporité à la fin de leurs œuvres. Et elles refusent généralement de se montrer. Il y a vraiment un effacement du corps progressif. Je sais pas du tout, je crois que c'est encore des réflexions, mais on s'en sort pas trop, je sais plus. Je suis perdue. Est-ce qu'il y a une autre question ? Parce que sinon je vais en adresser une à Lilith Lebeau. Sur la question des sources, de comprendre comment se constituent les choix de représentation. Vous avez dit que l'opinion des femmes était très importante au moment de la commande. Est-ce que ça peut être une source ? Est-ce qu'on y a accès ? Est-ce qu'il y a des sources pour ça ? Ou est-ce qu'il faut passer par des artistes qui se sont elles-mêmes représentées comme Sophie Chéron ? Et est-ce que pour Sophie Chéron, il y a des archives aussi qui permettent d'envisager sa méthodologie, notamment pour ses autoportraits ? Alors, je vous remercie pour la question. Alors, concernant l'opinion des femmes, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt mentionné dans les textes masculins, où justement, c'est plutôt une critique qui est faite, dans le sens où on râle un peu sur le fait que les femmes puissent donner leur opinion sur les portraitistes et qu'elles sont quand même des commanditaires importantes. Et quand on est portraitiste, on gagne de l'argent en faisant des portraits, donc il faut quand même plaire aux commanditaires. Mais en tant que tel, sur ce qu'elles veulent, on a parfois, alors dans des échanges épistolaires, par exemple, Madame de Sévigné qui va évoquer l'idéalisation qu'elle aime bien. Au contraire, on a la princesse Palatine, bien sûr, sur le portrait de Rigaud, qui évoque justement ce portrait qu'elle a apprécié pour un peu cette
en absence d'idéalisation serait peut-être un peu fort, parce qu'il y en a quand même une, mais c'est un peu les seules sources, donc ça reste des sources déjà d'élite, toujours les mêmes aussi, donc c'est compliqué. Donc pour questionner un peu l'opinion des femmes, c'est un peu difficile. Moi, j'essaye de passer par justement les représentations et ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, sur la question des veuves, moi, je m'attendais vraiment à avoir des femmes qui, alors peut-être que j'étais très naïve et construite au niveau de mon esprit, mais au début, qui suivaient les discours moraux ou les discours masculins. Et en fait, j'ai été surprise de voir que, en tout cas, dans leurs portraits, ils n'en ont rien à faire, quoi. Et concernant Chéron, c'est très compliqué puisque son autoportrait est le seul autoportrait qui est attribué de façon certaine. Les quelques portraits qu'on lui attribue, ça pose beaucoup de questions. Et malheureusement, alors je sais qu'il y avait eu une super conférence, enfin j'imagine qu'elle était super, mais malheureusement c'était 1 an avant que je commence ma licence d'histoire de l'art et j'ai pas réussi à trouver de sources, donc j'aurais bien aimé pour voir parce que sinon il n'y a pas non plus énormément, j'ai l'impression, d'informations. Et du coup, concernant même son opinion elle-même en tant que femme artiste qui a représenté des femmes, j'ai pas trop trouvé. Après, dans les portraits qu'on lui attribue, il y a quand même une tendance à la sobriété. Mais ça reste à approfondir. Et surtout des œuvres qu'il faudrait que je voie également pour approfondir, parce que c'est le problème des portraits qui sont parfois dans des collections particulières, et d'utiliser les œuvres en photo. Voilà, donc finalement, pas trop de sources sur les opinions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Merci pour ces 3 interventions. J'aurais une question pour Lilith Lebas. Je ne vois pas bien ton nom. Lebeau. En fait, je me demandais, parce que du coup, tu as un corpus qui est forcément conditionné par l'accès au portrait, c'est-à-dire en général donc, dans des collections qui sont publiques. Et donc, j'imagine, et donc de fait qui ne sont pas les portraits forcément les plus communs, les plus fréquents, qui sont donc des portraits soit de personnalités importantes, soit faits par des personnalités importantes. Et du coup, je me demandais si tu avais été en mesure d'élargir ton corpus à des portraits plus normaux, entre guillemets, c'est-à-dire d'artistes moins célèbres ou de modèles aussi moins prestigieux sur l'échelle socio-économique. Et donc, si tu pouvais, s'il y avait dans ce cas, et si tu avais vu des portraits de ce type, est-ce qu'il y avait des différences de représentation entre, disons, je ne sais pas moi, le portrait extrêmement commun d'une commerçante d'un petit village par rapport à une marquise, quand même elle s'éloignait de la cour versaillaise? Alors c'est une question que j'aimerais beaucoup approfondir, justement. Bon, alors j'ai fait quelque chose aussi, étant étudiante en master et pas forcément la capacité de me déplacer dans l'ensemble des musées de France. J'ai étudié mes portraits aussi par rapport à des photos. Bon, Hyacinthe Rigaud, par exemple, a eu la chance d'être étudié par un chercheur et une chercheuse qui ont mis en place des blogs avec des photos de haute qualité, ce qui m'a permis justement d'utiliser, de pouvoir étudier des images, notamment de femmes âgées avec par exemple très peu d'ornements, ce qui pourrait sous-entendre justement une condition plus basse. Le problème en fait c'est que souvent pour ces personnes de conditions sociales et économiques plus basses, on n'a pas leur identité. Donc on peut penser qu'elles le sont de situations plus basses, mais ça reste toujours une supposition. Et puis du coup étudier ces œuvres par le prisme des images, ça reste toujours également des hypothèses. Par exemple le détail dont je vous parlais sur la carnation des chairs, qui est quand même important, parce que c'est est-ce qu'on représente la rondeur de la poitrine ou pas. Je me suis retrouvée à supposer pendant 1 an, par exemple, pour je ne sais plus quelle œuvre, qu'il n'y en avait pas, et puis en allant voir l'œuvre au musée, je me suis dit, dommage, il y en avait une. Donc c'est un peu compliqué. J'aimerais beaucoup, moi, élargir ce corpus. C'est en fait également pour ça que j'ai envie de poursuivre en thèse. C'est également pour ça que lors de ma 2e année de master, j'ai éloigné la famille royale, parce que c'était pas possible, ça prenait trop de place et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'est quelque chose que je compte pas réintégrer pendant ma thèse, je pense, si jamais j'en fais une. Mais ce qui est ressorti quand même quand elles sont de catégories sociales plus basses, c'est beaucoup moins d'ornements. Au niveau des formes, ça peut être assez similaire. Et parfois, pas de l'audace, mais quelques représentations qui peuvent être plus originales. Mais bon, là encore, c'est des hypothèses qui restent à approfondir parce que l'absence d'identité du modèle complique tout ça et l'accès aux œuvres. Voilà, c'est une réponse imparfaite, je pense, mais voilà, désolée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une pour Thomas. Tu as parlé rapidement du parallèle entre le corps héroïsé, sculpté, et le corps de l'artiste qui prend le marbre à bras-le-corps. Ce qui est très intéressant et ce qui suggère aussi l'existence d'un canon du corps de l'artiste, même quand il n'est pas présent dans ces œuvres-là. Est-ce que tu pourrais développer un peu sur ça? Est-ce que c'est présent dans la littérature de l'époque, par exemple? Alors, cette question est très intéressante. Alors, je ne sais pas si on peut revenir sur le diaporama, parce que je crois qu'on a quelques... Pour illustrer, ce sera plus simple. Encore une fois, comme la première question, le cas de Baccio Bandinelli, c'est vraiment du cas par cas et c'est absolument pas ça représente pas du tout la concept. Pardon. Je crois que vous en avez. Bien même pas en plus, donc c'était inutile. Mais en fait, Baccio Bandinelli, c'est ce pourquoi je veux l'étudier plus en profondeur, c'est qu'il est à la fois dans le canon parce qu'il répond à toute une demande qui est issue de ce Quattrocento, qui répond à des demandes qui sont politiques. C'est un artiste courtisan, qui a une académie qui diffuse un type, mais en même temps, il y a une production qui est personnelle, qui est particulière, mais qui ne fait pas du tout sens par rapport à l'époque. Et quand je parlais des autoportraits ou d'Hercule, c'est que par exemple, il va faire des petits modèles d'Hercule endormi, ce qui n'existe pas, je crois que c'est le seul qui existe de l'époque, des Hercules très musclés, très peu musclé, il va se représenter en Christ, en Nicodème, en Hercule, je crois que c'est une question très symbolique. Mais il n'y a pas de réception critique à proprement dit parce que je suppose, comme c'est des petits modèles, que c'est fait que pour lui, surtout pour l'autoportrait, à part pour lui ou pour sa famille. L'autoportrait un peu grand, c'est dans le Christ soutenu par Nicodème à Florence, à Santa Sunata, je crois. Mais pareil, il y a très peu de gens qui le voient, c'est pour sa chapelle à lui. Donc il n'y a pas de réception critique à proprement parler. Et cette question du corps et de l'autoportrait arrive en fin de vie. Je pense que c'est une réflexion personnelle et pas comme un canon en tant que tel. Merci. Une dernière question? Moi, j'en ai une pour Léna. En fait, je me demandais si ces artistes femmes qui travaillent, du coup, leur rapport à la maladie à la même époque, est-ce qu'elles sont en réseau? Est-ce qu'il y a des liens entre elles? S'il y a des liens, est-ce qu'on pourrait envisager cette question des liens et des réseaux? Alors, il y en a entre Holly Stigler et Nancy Fried, la sculptrice et la peintre, qui ont travaillé ensemble, parce que du coup, Holly Stigler avait une dimension très militante dans son travail, de manière politique, et elle était leader de beaucoup de projets, dont un qui visait à lever des fonds pour la recherche contre le cancer du sein, et elle avait contacté Nancy Fried pour... il fallait réaliser des lithographies en fait, qui étaient visées à la vente, et donc elles ont travaillé ensemble, elles sont côtoyées, il y a des œuvres de l'une chez l'autre, de Holly Stigler chez Nancy Fried, mais elles n'ont pas créé à proprement parler ensemble, elles se côtoyaient dans des milieux militants. Anna Welke était très particulière, elles se sont connues en fait avec Nancy Fried aussi. J'ai la chance de pouvoir parler avec Nancy Fried qui me raconte un peu du coup tout ce qui se passe à l'époque, donc c'est assez chouette. Et du coup Anna Welke était très éloignée de cette sociabilité-là. Par contre Nancy Fried et Holly Stigler se connaissaient, elles connaissaient le travail de Joe Spence, mais qu'elles n'avaient pas rencontré. Par contre dans la bibliothèque de Joe Spence, on sait qu'il y a des articles, des catalogues de certains autres artistes. Mais en fait, il y a d'autres artistes dans mon corpus qui sont Yvonne Reiner et Anna Alprin, qui du coup, elles, ont travaillé ensemble, mais pas sur le cancer du sein, sur la danse. Mais du coup, il y a des réseaux qui existent, et donc c'est des réseaux qui sont principalement militants quand ils existent, plutôt que artistiques, finalement. Mais est-ce qu'il y a des traces de leurs échanges, par exemple, sur leur rapport aux références en histoire de l'art, ou des choses comme ça? Ou dans les entretiens que vous avez pu avoir avec une de ces artistes, est-ce qu'elle mentionne justement ces échanges autour du rapport au mythe? Beaucoup. En fait, elles lisent tout énormément. Et elles parlent énormément de ces références-là. Holly Stigler, ça ne se voyait pas, mais sur la toile où il y avait toutes les statues en fond, il y avait le nom en fait, de chacune des statues, mais la qualité était tellement mauvaise que je ne pouvais pas les lire. Et même dans ses titres, elle en parle très souvent. Elle lit aussi énormément, et en fait, elle se réfère constamment à ces choses-là. Je sais qu'elles échangeaient aussi des ouvrages. Joe Spence, elle a travaillé beaucoup sur l'Égypte antique aussi.
Donc il y a toutes ces choses-là qui viennent irriguer, et elles en parlent très ouvertement, elles ont une approche sociale de leur travail. Donc quand elles font des expositions au Lee Sigler et Joe Spen, généralement elles accompagnent ça de publications et de petites bibliothèques où elles fournissent des ouvrages. Donc il y a vraiment une envie aussi de donner des codes pour décrypter en fait leurs œuvres et sortir justement d'une histoire de l'art un peu élitiste. Et elles font circuler ça dans des hôpitaux, dans des écoles. Enfin, Joe Spen, c'est Lee Sigler principalement, les autres un peu moins. Donc il y a un peu une volonté de pas trop penser le canon comme une hiérarchie et de le rendre un peu plus accessible aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, merci beaucoup. Eh ben, merci à tous les trois. C'était vraiment passionnant et une belle manière de conclure ces échanges autour de la question du canon. Je vais laisser maintenant la place à mes collègues pour définitivement conclure cette seconde édition de Rotonde avant de nous retrouver autour d'un pot pour célébrer tout ça. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est à présent temps de conclure cette deuxième édition du Congrès Rotonde. Au nom du comité d'organisation que nous représentons, nous aimerions avant tout vous remercier de votre présence, d'avoir assisté si nombreuses et nombreux à ces 2 jours de congrès. Merci pour les discussions riches et bienveillantes qui ont ponctué ces 2 journées. Discussions auxquelles nous avons tous pu participer autour de nos disciplines, lors des sessions principales, mais aussi durant les ateliers et tables rondes, ainsi que lors du forum des associations et des moments de pause. Comme l'avait si bien exprimé Mechtilde et Nicolas lors de l'ouverture du congrès, Rotonde est avant tout un lieu d'échange de la jeune recherche sur nos disciplines. Et une fois de plus, vous nous avez prouvé que cette jeune recherche est présente et prolifique. Nous sommes l'avenir de nos disciplines et toutes les présentations, tous les échanges nous ont rappelé une fois de plus la nécessité de revoir les codes dans lesquels nos disciplines se sont construites et le besoin que nous avons d'aller au-delà des normes du canon, ou plutôt des canons, qui se sont imposés au fil du temps, tout en ayant une vision claire et clairvoyante de leurs apports et de leurs failles. Après une première édition sur le thème « Histoire de l'art, archéologie et société », qui nous avait permis de situer nos disciplines aujourd'hui, de questionner notre rôle d'historienne, historien de l'art, d'archéologue, d'actrice et d'acteur du patrimoine culturel, c'est bien dans cette même optique d'appropriation, de réappropriation de notre domaine d'études que nous avons choisi le thème de cette année. En finir avec le canon ? Faut-il en finir avec le canon ? Comment s'en emparer ? Comment le réinventer pour faire avancer la recherche ? Tels étaient en somme les questionnements de cette nouvelle édition à laquelle vous avez répondu avec enthousiasme. Lors de ces 2 journées, les interventions des sessions principales ont porté sur les manières dont nous nous positionnons face au canon, dont nous l'appréhendons et le dépassons, du point de vue épistémologique mais aussi géographique. Sur l'intégration du canon institué ou la création d'un canon pour différents médias et formes de représentation corporelle au cours des âges. Nous avons ainsi pu suivre des communications allant de la remise en question de la cathédrale gothique comme référence architecturale de son temps, à la mise en avant des apports des épistémologies féministes et des femmes artistes pour déconstruire une vision idéalisée du corps féminin. Les tables rondes nous ont permis de poursuivre ces discussions autour du canon comme autour d'autres sujets de recherche actuels, de revendiquer le besoin de transdisciplinarité entre jeunes chercheurs, jeunes conservateurs, restaurateurs, artistes, critiques et autres acteurs et actrices du patrimoine culturel, d'unifier nos recherches, nos réflexions au sein de nouveaux contextes sociologiques dans lesquels nous évoluons en tant que professionnels et en tant qu'individus. Nous espérons que les ateliers les plus méthodologiques et pratiques, souvent manquant dans les parcours universitaires, vous ont apporté des éclairages sur l'utilisation d'outils numériques, des clés pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés lors de la recherche de financement ou face à la page blanche. Et nous espérons aussi que le Forum des associations vous a permis de vous rencontrer, de vous investir autour de projets qui vous tiennent à cœur.
Bien, si vous me permettez un mot un petit peu plus personnel sur l'expérience qu'a été l'organisation de cet événement. Lorsque je suis arrivée à l'INHA en 2020, et je parle également au nom des autres chargés d'études et de recherche de ma promotion, Rotonde n'était alors qu'une idée commune qui germait depuis quelques mois au sein des doctorants déjà présents à l'INHA. Et nous nous sommes directement laissés embarquer finalement dans ce projet qui n'avait alors ni nom ni forme précise, et nous avions raison de nous investir pour ce congrès. Nous vous avons remercié au début d'être venus si nombreuses et nombreux, et c'est là un point particulièrement important, puisque c'était l'un des objectifs principaux de Rotonde, de pouvoir se rassembler, se rencontrer et échanger librement. Une fois de plus, vous nous avez montré à quel point ces rencontres sont importantes, nécessaires. Sans votre présence à la première édition, il aurait été impossible de proposer cette seconde édition. Et de nouveau, votre présence, lors de ces 2 journées, nous honore. Après avoir fait partie du comité d'organisation des 2 premières éditions, et au nom d'un certain nombre de mes collègues, il est temps de passer la main aux nouvelles générations de doctorants de l'INHA, et nous sommes heureux de l'investissement dont ils ont fait preuve pour perpétuer cet événement. Et c'est donc tout naturellement que je vais laisser les derniers mots de cette petite conclusion à Marie, qui nous a rejoints il y a 1 an et demi maintenant. En tant que chargée d'études et de recherche arrivée plus récemment à l'INHA, je tiens à remercier mes collègues qui, fort d'une première expérience Rotonde, ont accompagné les nouveaux, presque nouveaux venus, dans l'organisation de ce congrès. Et ils nous ont permis d'effectuer un premier grand pas dans l'organisation de ce type d'événement. Le doctorat est une période qui peut s'avérer difficile et isolante pour certaines spécialités. Et ces rencontres entre doctorants et jeunes chercheurs sont donc importantes pour nous tous. Nous adressons tous nos remerciements, premièrement aux membres du comité scientifique, ainsi qu'à tous les intervenants. Également à l'INHA, à la direction, au directeur général Éric de Chasset, également à la direction du département des études et de la recherche, France Nerlich, et à la directrice adjointe Juliette Tré, également à la direction de la bibliothèque, le directeur Jérôme Bessière et la directrice adjointe Sophie Dérault. Au service commun, à la communication, surtout aux manifestations qui ont fait un travail incroyable en amont et aussi sur place pour que tout puisse se dérouler au mieux. C'est la fin de cette édition, mais ce n'est pas la fin de Rotonde. Grâce à vous toutes et tous, ce projet qui nous tient tant à cœur est fait pour durer. C'est donc une dynamique que la nouvelle génération de chargés d'études et de recherche compte bien continuer à alimenter. Et nous vous donnons donc rendez-vous, ainsi qu'à de nouveaux doctorants et jeunes chercheurs, en 2025 pour Rotonde 3. Et pour conclure définitivement ce congrès, je laisse la parole à Juliette Tré, donc directrice adjointe du département de la recherche. Merci beaucoup, Lucille. Donc, je remercie le comité d'organisation et le comité scientifique de Rotonde de me laisser le mot de la fin. Je suis très honorée de cela. Et rassurez-vous, je serai très rapide. J'ai bien entendu les remarques de Lucille sur cette question, en finir avec le canon, question donc, qui vous a animé pendant ces 2 journées. Question qu'on pourrait encore longtemps débattre, mais pour ma part, ce que je retiens, parce que j'ai malheureusement pas pu écouter tout le monde pendant les 2 jours, mais quand même, je vous ai écouté un petit peu, j'aurais voulu le faire davantage. Ce que je retiens, c'est que ce canon, il a quand même été remis en question déjà par le passé, longtemps. Et peut-être la question qui surgit de vos réflexions, de ces échanges,
c'est surtout à quoi sert le canon, comment est-il construit, pourquoi en avons-nous besoin. C'est important de le comprendre pour effectivement le remettre en question, s'en émanciper, le redéfinir, avec quand même l'idée que nous avons besoin de valeurs, de références en partage, même si, évidemment, on peut les critiquer, les remettre en question. Ces valeurs qui nous permettent de nous rassembler, qui nous permettent aussi de former cette communauté d'archéologues et d'historiens d'art, c'est bien l'idée qui est au cœur de ce congrès, animé donc par et pour des futurs et jeunes professionnels du patrimoine, du monde de l'art, étudiants, postdoctorants, qui toutes pratiquent l'histoire de l'art et l'archéologie. Vous l'avez bien senti en intervenant, en y participant. L'idée de Rotonde, c'est de favoriser ces échanges pour rassembler et permettre de former une véritable communauté d'archéologues et d'historiens de l'art très tôt. Une communauté que nous espérons soudée dans la durée, pour l'avenir aussi. En cela, Rotonde rejoint véritablement les objectifs de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est de porter, de soutenir cette communauté d'archéologues et d'historiens de l'art à tous les âges de leur carrière. Alors ici, vous êtes encore au début de votre carrière, mais nous espérons bien vous accompagner et vous soutenir longtemps. Et participer aussi à votre professionnalisation. J'ai remarqué que parmi les ateliers qui ont sans doute rencontré le plus de succès, ceux qui portent la question de cette professionnalisation, l'atelier pour préparer son projet de thèse, pour mettre en avant les compétences de la thèse dans le monde professionnel, ou pour financer sa recherche, sont sans doute ceux qui ont le plus de succès. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour nous à l'INHA, c'est de permettre à tous ceux qui pratiquent l'histoire de l'art, de la pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Alors, on a déjà évoqué le prochain rendez-vous de Rotonde, mais pour rendez-vous intermédiaire, ce sera le congrès du CIHA en juin 2024, du 23 au 27 juin 2024 à Lyon, autour des thèmes matière et matérialité. Et là, on espère à nouveau que les jeunes chercheurs seront largement représentés. Je ne reprends pas les remerciements que Lucille et Marie ont faits, mais peut-être que c'est à moi qui revient le privilège de les remercier eux, ce comité scientifique et d'organisation. Et donc j'aimerais toutes les citer pour leur manifester toute notre gratitude. Donc Mechtilde Desriaux, Camille Ambrosino, Léa Chécry, Marion Belloir, Camille Belzès, Aline Bontemps, Valentin Boyer, Marie-Cola Desfrancs, Johanna Daniel, Lou de Barbarin, Colline Desportes, Dina Eckland, Justine Guin, Lucille Garnery, Virginia Grossi, Tania Autin-Trémolière, Sarah Lacalle, Mathilde Leichelet, Claire Nalin, Alix Perrard, Clémence Piquet de Labrousse, Lucie Prouin, Raphaël Ranou, Antoine Renard, Nicolas Varenne, Yuan Wall et Zong Song Zeng. Vous avez entendu qu'ils sont très nombreux. Mais ils vous ont dit aussi qu'ils ont besoin de 109 pour la prochaine édition. La prochaine édition, donc au printemps 2025, il faut renouveler, ouvrir ce comité qui est porté de manière logistique par les chargés d'études et de recherche de l'INHA, mais qui se veut vraiment très ouvert, très collaboratif. Donc c'est vraiment un appel au volontariat que nous faisons ce soir. Il faudra des personnes pour porter Rotonde 2025 et dès maintenant, vos idées de thèmes pour 2025 sont attendues. Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce congrès et nous espérons vous retrouver très bientôt.